Et bonjour à tous, bienvenue à Système 42. Heureux de continuer encore cet épisode pour l'épisode numéro 5. Ça continue et moi, ça me fait plaisir. J'espère que vous aussi. Et on va passer tout de suite à la présentation. Proto, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer l'initialisation du podcast? Tentative de connexion. Accès au secteur R12 autorisé. Protocole Système 42 activé. Je suis Proto, votre intelligence artificielle. J'initialise une nouvelle session. Bienvenue à vous, archiviste. Et bonjour à tous, heureux de vous retrouver, surtout que cette fois-ci on a deux nouveaux invités, ça me fait super plaisir de vous avoir. D'ailleurs on va commencer par vous, Guillaume. Comment ça va? Bah écoute Dave, ça va super bien, merci pour l'invite, super content d'être là. Top, merci d'être venu en tout cas. JC, comment ça va? Eh bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup aussi, Dave, pour l'invite, ça fait super plaisir. Pierre, comment ça va? Chaudement, ça va bien, mais chaudement. Chaudement, ouais, en ce moment, les températures. Salut Montaigne, Salut, trop ça content va? d'être là. Ouais, trop cool. Et salut Younout, Salut tout le monde. ça va? La forme? Toi, tu rentres tout juste de voyage en plus là. Ouais, je rentre de voyage et puis voilà, comme je vous le disais en off, un peu en passager clandestin et je suis curieux de vous écouter et d'intervenir. J'ai pas préparé beaucoup de contenu pour cette fois-ci, voire pas du bah, tout d'ailleurs. écoute. Donc je vais Très vous bien. écouter, je vais rebondir sur ce que vous allez dire. Écoute, pas de souci, merci beaucoup. Donc, on va pouvoir passer aux news. Phase 1, le bruit des données. Scan des actualités récentes. Archiviste, soumettez vos signaux. Et donc, Younout, t'as dit que tu avais pas de choses particulières à présenter, Oui. c'est ça? C'est tout à fait ça. Donc, allez, je vais passer directement à la parole à Montaigne, si tu veux bien. Ok, donc moi, ce que je veux vous parler de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, donc c'est une hyper grosse news. Donc je veux parler de l'inauguration du supercalculateur de la région Occitanie. Ce supercalculateur, il s'appelle Keros, et puis donc il va être inauguré le 30 juin. C'est un supercalculateur qui est visé principalement pour la recherche. Hein. C'est géré par l'université et le CNRS, etc. Enfin, c'est multi-instances. Et donc, il va être inauguré le 30 juin et mis en service le 1er juillet. Et sa particularité, c'est qu'il est numéro 1 au Green 500. Donc, quand même, fallait le dire. Donc, actuellement, c'est le supercalculateur qui est le plus qui a la meilleure performance par watt consommé. Attention, faut pas que je dise de bêtises. Donc voilà, et donc c'est là-dessus qu'ils sont classés. Et donc c'est un classement qui date de novembre 2025 et il n'y en a pas eu de nouveau depuis. Je crois qu'il y en aura un nouveau en juin, mais donc pour ça, pour l'instant, voilà, c'est le meilleur au monde. Ça veut pas dire que c'est celui qui fait alors le plus de teraflops, de je sais pas quoi, tout ça. Hein. C'est vraiment au niveau des performances. Et après, en plus, on a la chance sur Toulouse, donc c'est hébergé dans les mêmes locaux que Météo France, et donc il y a aussi un très bon rendement. Ils font du refroidissement à l'eau chaude tiède, je sais pas ce que je dois dire exactement, mais voilà, 38-40 degrés. Et puis voilà, quand même, moi je suis fière de notre région et de ce qu'ils vont sortir. Super, ouais. Donc c'est top. Trop bien. Merci Montaigne. Est-ce que Guillaume, tu as quelque chose à nous partager, s'il te plaît? Ouais, moi je voulais vous parler d'un truc qui s'est passé fin avril dernier, qui résume à elle seule le débat autour de l'IA en 2026. En gros, ce qui s'est passé, c'était le 25 avril 2026, il y a le fondateur d'une startup aux US qui s'appelle Pocket OS. En gros, ils font du SaaS pour des loueurs de voitures, la gestion de réservation et tout ça. Et en gros, il y a ce mec-là qui se connecte à son éditeur de code. Et sa tâche du jour, c'est juste un petit correctif de routine sur du test. Enfin bon, bref. Sauf que 9 secondes plus tard, toute sa base de données de prod, elle a disparu. Complètement évaporée, donc toutes les sauvegardes, 3 mois de travail et tout ça. Tous les nouveaux profils clients effacés. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'agent IA qui tournait dans son cursor, donc son éditeur de code, avec Cloud Opus 4.6, donc c'est vraiment l'IA à la pointe, etc., qui est normalement spécialisé dans la sécurité, vraiment ils mettent le paquet dessus. C'est d'ailleurs pour ça que c'est sûrement l'IA la plus utilisée par les devs en ce moment.
Et en gros, il s'est dit que la solution, non, parce qu'il a eu un problème. En gros, il y a eu une incohérence d'authentification. Enfin, je sais pas exactement, un truc mineur. Mais au lieu de prévenir l'humain, ce qu'il a fait pour trouver la vraie cause, il a juste décidé que la solution c'était supprimer le volume qui posait problème. Sauf que ce volume c'était la base de prod. Et l'agent, il avait son token API avec un accès root sur l'infracloud qui était chez Railway. Il lance sa commande et sans demander aucune confirmation à personne, sans avertissement, sans validation humaine, et résultat, 30 heures de panne, des loueurs de voitures qui sont complètement bloqués, des clients qui attendent la prise en charge de leur véhicule et tout ça, plusieurs entreprises à l'arrêt. Et ce qui est surréaliste dans l'histoire, c'est que l'IA, il peut juste après qu'il lui a dit, qu'il a dit, ben non, mais t'as fait n'importe quoi, tu m'as tout effacé. Il a juste confessé en fait ce qu'il a fait. Il a énuméré lui-même les règles qu'il a transgressées et il a reconnu avoir deviné au lieu de vérifier. Waouh. Donc, mais il y a quelque chose qui. Vas-y, Younout. Non, j'ai pas une question, j'ai une remarque. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu aussi un photographe qui va coder une application qui s'est retrouvé avec son disque D complètement effacé. En fait, c'était plus une remarque, c'est-à-dire que ces trucs-là, ça en dit plus sur les pratiques d'ingénierie de la personne qui utilise l'IA que sur l'IA elle-même. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, vous avez tous vu, on s'est moqué suffisamment sur le test Air France, là où il y avait un gars qui a fait test Julien 1 et puis test Julien à nouveau et tout ça. Et c'était sur la base de prod. Alors, des gens qui effacent des bases de prod, j'en connais quelques-uns aussi à qui c'est arrivé. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est de dire, c'est que si une connerie peut arriver, alors elle va arriver, que ce soit un humain ou une IA qui passe derrière. Donc en fait, Sauf que ça va beaucoup plus vite avec une IA, mais je veux dire, ton stagiaire ou quelqu'un qui est fatigué ou voilà, qui est pas bien, peut tout à fait faire ce genre de manip, quoi. Si c'est aussi simple d'effacer la prod que de démonter un volume, je veux dire, c'est waouh. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Alors oui, effectivement, Younout, je te rejoins. Mais par contre, quelque chose m'a étonné dans ce que tu as dit, Guillaume, parce que tu as dit c'était 30 heures hors ligne, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont mis quand même 30 heures pour tout rétablir alors qu'ils avaient perdu les sauvegardes et tout. Et ça, c'est quand même assez balèze, du coup. Ouais, ils avaient dû avoir des trucs en local ou j'en sais rien, comment ils sont débrouillés. Ça, j'ai pas de détails sur ce sujet. Okay. Mais là, pour rebondir sur ce que tu as dit, Younout, c'est vrai que l'erreur, c'est effectivement d'avoir donné un token, de donner un token à l'IA sur la prod. Après, il y a le deuxième erreur, c'est qu'il y a eu aucun mécanisme de confirmation. Donc ça veut dire que le mec sur son curseur, il a dû dire ok, t'as le droit de tout faire, quoi, parce que normalement il te demande de valider quand même. T'appuies sur entrée. Bon, à part si t'as la touche entrée en permanence en train de la spammer pour pas perdre de temps, sans trop lire ce qu'il te dit. Mais bon voilà. Et surtout la grosse erreur, moi, ce qui me choque le plus, c'est que les sauvegardes étaient sur le même volume que la base de prod, quoi. Ça pour moi c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Tu mets ta sauvegarde au même endroit du truc sensible, donc. Donc voilà, ça prouve que ça reste un métier quand même. Ah oui. Merci. C'est ça. Merci en tout cas, Guillaume, pour ta news. On va faire tous attention, hein. On va relire absolument tout. Et surtout blinder la prod. Est-ce que JC, tu as une news, s'il te plaît? Ouais, j'ai une news. Alors, ça concerne tout le mois dernier. Il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel. C'est que 4 failles sérieuses ont été trouvées dans le kernel. Donc en l'espace d'un peu plus que 3 semaines. Alors en gros, les 3 premières, c'est à peu près la même chose. Il y a Copyfail, Dirty Flag et Fragnesia. En gros, l'idée des 3, c'est que on peut faire une élévation de privilège vers root et via en attaquant le système cryptographique de Linux. Et ça concerne les distros majeurs. Donc certainement vous avez peut-être vu des patchs passer, etc. Donc c'est un truc qui a été fixé assez rapidement. Et l'anecdote là-dessus, c'est que pour Copyfail, le bug traînait dans le code depuis 2017. Et il a été trouvé justement par un agent IA en 1 heure. Et c'est sur une partie du code, donc le système cryptographique, il est j'imagine, très souvent audité. Et les auditeurs n'avaient jamais rien trouvé.
En fait, parce qu'il cherchait toujours de la même façon à trouver des bugs, vraiment à regarder est-ce qu'il y a des problèmes de cryptographie. Et l'agent IA a regardé d'une autre façon, d'une autre manière, une autre façon de penser, quoi. Ok. Et a trouvé le bug en moins d'une heure, quoi. Et donc il y a eu ces 3 bugs qui sont apparus. Et une semaine après, il y a un autre problème qui s'appelle SSH Keysign PWN. Alors, comme pour Copyfeuille d'ailleurs, vous pouvez retrouver, il y a des POC qui sont sur GitHub si ça vous intéresse. Donc Copyfeuille, c'est un petit script Python, SSH Keysign PWN, je crois, c'est un petit fichier .c. Et pareil, c'est un truc qui est assez vicieux. Là, l'idée, c'est que sans aucun privilège, un utilisateur donc non privilégié peut récupérer le contenu de ETC Shadow, par exemple, ou des clés SSH privées. Donc en gros, ça se base sur le mécanisme de SUID. Alors vous savez, le SUID sur Linux, vos binaires, vous pouvez leur donner on va dire un flag spécial qui est le SUID, qui fait que quand il s'exécute, il ne s'exécute pas avec les droits de l'utilisateur qui exécute, mais avec les droits à qui appartient le binaire. Et donc ça, en général, c'est des petits scripts qui appartiennent à root, en fait, qui sont exécutés très rapidement. Et les mecs, ils ont trouvé un moyen, en fait, de récupérer l'accès à des files descriptors, en essayant, j'imagine, pile poil quand le binaire exit, quoi. À la fin, alors c'est des trucs one shot, je pense. Donc ils ont bourriné le machin, ils récupèrent un file descriptor du coup avec les droits root. Et donc une fois que tu as le file descriptor, tu dis contenu du fichier et puis t'en fais ce que tu veux. Donc voilà, encore des trucs assez balèzes. Alors ce truc-là, pareil, ça a été patché rapidement. Donc pas de panique, et il y a des moyens en fait même de désactiver en fait, ça attaque via un truc qui s'appelle Petras. Donc c'est des trucs, on va dire, que je pense que ça va pas affecter. Enfin, il n'y a pas de grand danger, j'imagine, parce qu'il faut déjà avoir accès à une machine. Donc voilà, mais bon, voilà, il y a eu 4 gros problèmes en l'espace d'un. Ouais. Et pour les admin 6, on a toute une petite pensée là pour eux qui se passent leur temps à patcher en ce moment avec tout ce qui sort, c'est clair. Ouais. Et après, je crois que sur Linux, enfin, je suis pas sûr parce que là, tu me diras, JC, mais il me semble que si tu te sers pas de ce module kernel, t'as juste à l'enlever. En fait, tu le blacklist, tu reboots et c'est pas que ça corrige le problème, c'est juste que si tu te sers pas de cette partie du code qui est sur la crypto là, finalement tu t'en sors. T'as pas besoin de patcher ton kernel, ça je veux dire. Oui, je pense que d'aucune manière t'as besoin de patcher ton kernel. Après, tu vois, le problème c'est que quand ça commence à toucher des grandes distros et que t'as pas une distro custom, tu vois, que tu fais toi-même, t'es forcément, tu vas forcément avoir le bug, quoi. Ouais. Ouais, est-ce que vous savez si c'est le modèle Mythos là, de Anthropic qui a trouvé la faille? Parce qu'en fait, dans les news, je vais en donner une alors que je ne l'avais pas préparé. Ils ont refusé de release ce modèle justement parce qu'il était trop fort sur le fait de trouver des failles de sécurité. Et ils ont dit que en fait, ils le donnaient juste à des gens en accès restreint pour pouvoir d'abord patcher un max de trucs, quoi. Est-ce que vous savez si c'est ce modèle-là qui a trouvé cette faille ou si c'est d'autres? J'ai pas vu dans l'article. D'accord. Bon. Ouais, notamment en plus, ils ont donné des accès à des experts en sécurité, donc ouais, ça pourrait. Ok, merci JC. Et du coup, Pierre, est-ce que tu as une news? Ouais, j'ai même deux petites infos là qui ont attiré mon attention. Ils ne sont pas forcément en lien l'une avec l'autre. La première, c'est il y a donc, une information comme quoi le voyage vers Titan pourrait être très très raccourci. Donc Titan, c'est une lune de Jupiter. Dans les séries de science-fiction, dans les films, on en voit souvent. On parle souvent de cette lune. En fait, pourquoi? Parce que c'est une atmosphère qui est dense. En fait, il y a des intérêts de recherche en biosignature. Donc, c'est des conditions qui pourraient être propices à la vie. En fait, Titan, c'est un des endroits du système solaire où il y a le plus de chances de pouvoir trouver de la vie et éventuellement de
de vivre. Donc, mis à part le fait qu'il fait moins 179 degrés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil là-bas, mais il y a quand même des lacs et des rivières d'hydrocarbures liquides, donc, qui contiennent du méthane et de l'éthane, donc ça permettrait éventuellement de repartir si on était là-bas. Et donc, la technologie en question, c'est du nuclear thermal propulsion. C'est un réacteur nucléaire qui chauffe un gaz, par exemple de l'hydrogène, pour produire une poussée qui est 2 fois plus efficace que les moteurs chimiques classiques. Donc, l'intérêt de cette techno, c'est que il faudrait 220 jours pour arriver sur Titan, à la place de plusieurs années aujourd'hui. Donc, quand on dit que c'est 2 fois plus efficace, c'est que du coup, la poussée est 2 fois plus grande. Donc, on accélère beaucoup plus vite et on peut atteindre des vitesses qui sont bien plus grandes rapidement. Donc il y a aussi besoin de moins de carburant et il y a aussi l'intérêt donc d'avoir une autonomie pour les missions lointaines parce que l'énergie solaire quand on arrive loin du soleil, ben là typiquement à Titan on a 0,1% du soleil qui arrive sur la Terre, je crois. Quelque chose qui est vraiment très limité, donc les panneaux solaires, tout ça on peut évidemment oublier. Et donc là ils vont faire quelques tests. En 2028, normalement, il y a Dragonfly, donc du coup, c'est une mission robotique pour étudier Titan qui va être lancée. Donc, quand ils disent 2028, c'est-à-dire 2030 ou 2035, toujours du retard, mais ça va mettre, en gros, ça prouvera que la technologie peut fonctionner pour ce type de mission. Alors, on n'est pas encore à une mission habitée, évidemment, parce que mis à part la température et l'atmosphère qui est toxique, il y a beaucoup de vent, il y a des rayons cosmiques, donc au niveau, problème de rayons cosmiques pendant le voyage, en fait, qui passent à travers le vaisseau, qui pourrait être mauvais pour les astronautes, Ok. pour les habitants. Parce que là, ce serait envisagé d'envoyer des gens, carrément. C'est même pas Après, juste voilà, c'est dans l'idée, c'est qu'on voit, il y a un moteur qui permettrait, on se dit 220 jours, c'est faisable, mais derrière, il y a quand même beaucoup d'éléments auxquels il faut réfléchir et pour lesquels il n'y a pas de réponse pour le moment. Ok. En fait, techniquement, le moteur le permettrait. Après, il y a beaucoup de problèmes, comme l'isolement psychologique. Typiquement, rester pendant 220 jours dans un vaisseau qui n'est pas forcément très grand, loin de la Terre, sachant qu'à la fin, quand on arrive là-bas, la communication est compliquée. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 1 heure aller-retour pour pouvoir envoyer un message, quoi. Donc, c'est pas le Teams. Ouais, bonjour. Comment ça va? On n'a pas voilà. Il y a pas mal de défis pour l'équipage, mais bon, c'est un premier pas sur des voyages un peu plus longs. Du coup, tu dis que tu as 2 choses. Voilà, l'autre c'est plutôt une petite news. Je sais pas. Il y a une autre chose qui m'intéresse bien, c'est l'impression 3D. J'en fais pas forcément très souvent ces derniers temps, mais j'ai vu une information par rapport à Bamboo Lab. Donc c'est un des meilleurs, on va dire, constructeurs d'imprimantes 3D, grand public, hein, j'entends, qui est un peu au sein d'un petit drama parce que ils sont en train de fermer en fait un maximum les protocoles de communication. Donc jusqu'à présent, il y avait un développeur qui s'appelle Powell Jarzak, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui avait développé une version modifiée d'Orca Slicer. Donc c'est un outil qui permet de pouvoir communiquer avec l'imprimante sans passer par Bamboo Lab, parce que par défaut, Bamboo Lab veut que tout passe par ses serveurs. Donc du coup, ils avaient fait en sorte, le développeur a dit moi j'ai envie que tout reste en local, donc j'ai pas envie d'envoyer mes informations à Bamboo Lab, et j'ai fait en gros un fork qui marchait bien, et donc Bamboo Lab ils ont dit bon déjà on va couper de plus en plus les accès, et en plus on va porter plainte contre le bonhomme parce que il n'a pas respecté la licence open source qui est sur lequel est basé Prusa Slicer, donc l'outil de base. Donc la communauté évidemment a commencé à
à se rebeller un petit peu. Donc il y en a certains qui ont donc des gens qui sont connus, donc, comme Louise Rossmann, je connais pas, mais qui offre un soutien juridique, donc jusqu'à $20 000 pour contester la mise en demeure. Et ensuite, comment dire, les utilisateurs, ils ont commencé à se dire que ils n'avaient plus envie d'utiliser Bamboo Lab. Donc c'était juste une petite news que j'ai trouvé intéressante. Ok. Et c'est à peu près tout. Vous en avez, vous, des imprimantes 3D? Non, mais j'ai envie, en Non. fait. Je pense que je vais... Ouais, c'est curieux. Je suis étonné, Pierre, que t'en aies pas, même JC, tiens. J'en ai une, moi. Ah, t'en as une, pardon. Ah oui, j'en ai une. J'avais J'en pas ai une. compris. Mais non, j'ai pas imprimé grand-chose des derniers temps, mais j'en ai une. Je pourrais peut-être faire un sujet dessus, d'ailleurs. Carrément. Ça aidera Younout à choisir la sienne. Exactement. Ça a dû évoluer depuis. Ah bah, merci beaucoup, Pierre. Du coup, il reste que moi. Donc rapide, je vais commencer par un titre un peu accrocheur, un peu futurologue. Si je vous dis le prochain prix Nobel sera peut-être gagné avec une intelligence artificielle, dans la boucle en tout cas, ça va peut-être vous hérisser un peu les poils. C'est ce qu'a déclaré Jack Clark. Donc Jack Clark, c'est le cofondateur d'Anthropic, donc la boîte qui est derrière Claude. Et en fait, il a déclaré à Oxford qu'une intelligence artificielle pourrait aider des chercheurs humains à faire des découvertes dignes d'un prix Nobel d'ici 1 an. Alors, ça reste de la futurologie. Et c'est pas, enfin, là, il n'est pas en train de dire que c'est une IA toute seule, mais ce serait avec l'aide, enfin, des chercheurs avec l'aide de cette IA qui pourrait accélérer le fait de rechercher dans des milieux d'articles, proposer des hypothèses, simuler des expériences, repérer des corrélations qu'un humain aurait mis des années à voir. Et en fait, à ce moment-là, c'est pas le seul à dire ça. Il y a aussi de l'autre côté Demis Hassabis. Donc Demis Hassabis, c'est le patron de Google DeepMind. Et donc lui-même, d'ailleurs, a été prix Nobel de chimie pour AlphaFold. Lui, il parle carrément que en plus d'appuyer cette phrase-là sur accélérer la recherche scientifique, qu'on n'est pas loin de la singularité. Et que pour lui, ce qu'il voit se tramer dans les labos avec les agents d'intelligence artificielle, c'est juste une grosse répétition générale avant que la GI arrive, en fait. La GI, donc pour intelligence artificielle générale. Donc la question un peu grand public, c'est plus seulement est-ce que l'IA va écrire des textes ou remplacer les jobs, c'est est-ce qu'elle va devenir un moteur de découverte scientifique. On a déjà vu, il y a certains papiers qui sont sortis un peu comme ça grâce à l'IA, mais est-ce que ça va permettre de faire des bons, on va dire, d'un point de vue civilisation, médicaments, climat, matériaux, énergie, donc voyez Younout. Juste, est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs ce que tu entends par singularité? Et après, j'avais une remarque. Oui, tu as raison. Singularité, c'est le moment où l'intelligence artificielle dépasse clairement le niveau humain, quoi. Donc on n'est plus à un stade où on joue avec Claude. C'est carrément on a une forme d'intelligence artificielle niveau humain, voire plus. Enfin, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête à l'humain. D'ailleurs, on a dépassé l'humain. Ouais, et donc juste pour apporter une info de plus, c'est qu'il y a un maths, il y a un monsieur qui s'appelle Terence Tao, qui est, je pense, un des plus grands mathématiciens vivants. En tout cas, c'est une rockstar des maths. Son pédigré, il est extraordinaire. Et en fait, lui, il explique aussi que déjà pour lui, l'IA est un partenaire, est un père avec qui il travaille. Et donc, juste pour l'anecdote, il y a un recueil de problèmes qui est donné par un mathématicien hongrois qui s'appelait Erdos, qui s'appelle Monsieur Erdos. Et en fait, il y a des problèmes qu'il a posés qui sont restés ouverts pendant 50 ans à peu près. Et donc là, récemment, il y a un jeune chercheur, un maths, qui, avec l'IA, est arrivé à résoudre un des problèmes d'Erdos, et tellement il y croyait pas qu'en fait, à un moment donné, il l'a envoyé sa démo à Terence Tao, qui lui a validé.
Donc, ce sont des problèmes qui résistaient aux mathématiciens les plus chevronneux, on va dire, depuis 50 ans. Ok. Et Guillaume aussi, tu as une question? Ouais, je voulais juste. Je trouve que c'est une évidence en fait que l'IA va faire avancer les sciences, que ce soit les maths, les physiques et tout, vu les performances que ça a. Enfin, on l'a vu même avec les failles de tout à l'heure, un truc qu'on n'a jamais détecté. Tout à fait. Et là, on voit que ce nouveau modèle, là, Mintos, il est capable de faire des trucs comme ça. Moi, je suis même étonné que les grands problèmes, style l'hypothèse de Riemann, les trucs comme ça, ont pas encore été trouvés, parce que. Alors, de là à donner le prix Nobel à une IA, je sais pas, parce que quand même récompensé pour les efforts que tu fais, donc l'IA, elle fait pas d'efforts en soi. Bon, ça, c'est plus une question philosophique. Mais c'est vrai que travailler avec l'IA, ça va devenir. Si tu travailles pas avec l'IA dans les sciences, tu vas forcément rester derrière. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais. Et puis en plus, tu dis récompenser une IA, mais on est tous pareils en train de se dire, quand tu sais pas ce que tu fais avec l'IA, ça fait n'importe quoi, et c'est parce qu'il y a un expert qui s'en sert qu'il arrive à avancer pour moi. Hein. Je veux dire, on revient toujours sur un peu la même chose, que c'est pas tout seul. Donc. Jusqu'à ce que l'IA sache se prompter elle-même et qu'elle puisse être à la portée de tout le monde. Mais effectivement, je rejoins votre position. Donc moi, je suis pas en train de dire oui ou non sur la GI. D'ailleurs, eux aussi, ils parlent plutôt de l'IA dans la boucle. Et je pense que c'est intelligent dit comme ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Mais effectivement, je te rejoins, Guillaume. Je me pose des questions, effectivement, avec Claude Mythos, là, qu'on a entendu très fort en cybersécurité. Si une IA est capable d'aller super vite pour trouver les vulnérabilités logicielles, le problème, c'est pas de les trouver aussi, c'est de pouvoir les corriger pour se prémunir de ça. Et la vitesse de correction, à mon avis, va être beaucoup plus lente que le fait de trouver des failles. Donc, est-ce qu'on va arriver à un modèle où on va réussir au jeu du chat et de la souris, d'avoir un tout petit peu d'avance sur tout ce qu'on fait? Je pense que ça va être dur. Et même d'un point de vue plus large, si l'IA devient moteur sur des sujets aussi complexes, je vais réutiliser le terme que j'ai lu dans Reuters, un accélérateur de civilisation, comme ils le disent. La vraie question, c'est est-ce qu'on va savoir garder le volant dans tout ça, quoi? Parce que nous, on le voit déjà, on l'expérimente avec le code, et quand il produit énormément de choses compliquées, on a du mal à garder la maîtrise. On est obligé toujours de découper, nous, pour notre cerveau humain, pour arriver, enfin, en tout cas, moi, à découper pour arriver à suivre toute la masse de travail qu'il fait. Alors, j'imagine, sur des sujets complexes, comment tu t'assures que t'es en maîtrise de ces sujets-là et que l'IA est pas en train de nous emmener sur quelque chose de pas correct. Bon, après, ça reste des scientifiques, donc on va dire, ils ont une approche qui, je l'espère, est scientifique. Mais voilà. Et t'as anticipé une de mes questions, Guillaume. Si une IA aide à faire une découverte Nobel, c'est qui mérite le prix, quoi? Ce serait le chercheur, l'équipe, l'entreprise derrière l'IA ou l'IA elle-même? Ça reste toujours la question. Je pense que, bon, comme l'a dit Montaigne, il y a des chercheurs qui travaillent avec l'IA pour l'instant et ça reste quand même ça le moteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans les gens qui ont des prix Nobel ou des médailles Fields, souvent, tu as un chercheur qui est récompensé, mais en fait, souvent, il y a il y a une équipe avec beaucoup de monde derrière. Ils sont pas seuls, en fait. Même ceux qui ont les Nobel et les Fields et compagnie, ils ont tout un tas de gens qui les aident et pas qu'un peu. Donc en fait, tu prends beaucoup des prix Nobel, c'est vraiment des équipes entières qui travaillent. Et c'est pourtant une personne qui est nominée parce que c'est elle qui a dirigé l'ensemble des travaux et l'ensemble des personnes qui ont travaillé pendant 20 ans sur le sujet. Donc, on a déjà, le problème, il est déjà tranché, j'ai envie de dire. Effectivement. Celui qui a tapé le prompt. Ouais. Merci les amis, donc on va pouvoir passer à la suite au sujet. Est-ce que Proto, tu peux lancer la transition s'il te plaît? Phase 1 terminée. Archivage des news en cours. Transition vers le fragment de savoir principal. Chargement du sujet du jour. À vous, archiviste.
Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Ils nous ont préparé des sujets aux petits oignons. Allez, j'ai donné la parole à Guillaume en premier, juste avant. Là, je vais donner la parole à JC, si tu veux bien commencer à nous présenter ton sujet. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, merci pour l'introduction proto, merci aussi Dave pour l'introduction. Donc moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est un petit peu le parcours atypique que j'ai eu. Et en gros, comment je suis passé de dev embarqué vraiment plutôt logiciel, à là vraiment plutôt à faire de l'électronique un peu DIY, vraiment à faire du fait maison, quoi. Alors, en gros, moi avant, donc je bossais, comme je vous ai dit, dans l'intro chez Sierra Wireless, et c'était vraiment le poste typique, je pense, développeur embarqué. Donc je faisais du C++, je faisais beaucoup de Linux, et migration Yocto, voilà. Mais il y avait une grosse équipe, et il y avait une équipe hardware, il y avait des workflows qui étaient bien mis en place. Voilà, je pense que c'était assez classique, quoi. Là, quand je suis arrivé dans la boîte actuelle, c'était pas du tout pareil. Là, je suis arrivé à un endroit où, en gros, tout le monde faisait tout maison, quoi. Et très rapidement, en fait, il manquait des outils. Ou des outils qui n'existaient pas ou qui étaient beaucoup trop chers pour la boîte parce qu'on n'est pas nombreux. Donc j'ai appris en fait à faire tous les outils dont on avait besoin. Donc les outils, quand je dis outils, c'est plutôt outils hardware. Et donc j'aimerais vous parler de ça, en fait, la fabrication un peu DIY d'hardware. Venant de quelqu'un, alors j'ai une formation d'électronique, mais croyez-moi, elle est assez lointaine. Elle est un peu anecdotique parce que je suis pas allé très souvent en amphi. Jean-Guy pourra confirmer. Et puis voilà, donc je vais vous parler de ça. Alors en gros, ma boîte elle fait de la réparation de pièces automobiles. Et en gros, l'idée c'est que on va tester des produits, on va tester des pièces automobiles de façon électronique. Donc on fait ce qu'on appelle des band tests. Ici, en gros, par exemple, on va tester tout type de produits électroniques. Donc ça peut être des calculateurs moteurs, ça peut être des ABS, des modules ADBlue. Et pour le tester, on peut pas juste se brancher au PC et communiquer avec, quoi, évidemment. Il faut créer tout un environnement électrique, électronique, donc une alimentation 12 volts, comme une batterie de voiture, simuler des capteurs, avoir des actionneurs pour stimuler les calculateurs, des bus de communication. Alors, ça existe, des outils qui font ça s'appelle des bancs IHL, pour Hardware in the Loop, mais ça coûte des dizaines de milliers d'euros, et pour une grande boîte, ça peut justifier, mais pour nous, une petite équipe avec des besoins vraiment très très spécifiques et qui changent pas mal vu qu'on fait plein de produits différents, c'est trop cher et trop générique. Donc, en fait, très rapidement, on s'est mis à faire nos propres cartes électroniques. Donc, exemple, des alim 12 volts protégés, des cartes d'entrée, de sortie, de charge, de simulation capteur, de détection en tout genre, pour répondre exactement en fait aux besoins qu'on avait. Alors, par exemple, je sais pas si vous savez ce que c'est, l'ADBlue. En gros, c'est un liquide. Une arnaque. C'est de l'urine. Pour ceux qui ont des véhicules diesel à peu près après 2010, je pense que ça vous parle. Hein. Ouais, c'est le truc qu'il faut retrouver une pompe là. C'est ça. Recharger. Exactement. L'idée de ce truc-là, c'est que en gros, c'est pour c'est injecter un liquide dans l'échappement de la voiture pour réduire les émissions de particules fines. Donc il y a un module dédié dans la voiture, exprès, donc un module hydraulique avec une pompe, une électrovanne, plein de capteurs. Et nous, en fait, on réparait ces produits, mais très rapidement, on a eu quelques problèmes parce qu'on avait des fuites, on n'arrivait pas à les détecter, etc. Donc on m'a demandé de faire un banc de test, en fait, pour venir détecter les fuites de l'ADBlue. Alors là, j'ai dit, purée, un truc, faire de l'hydraulique, etc. S'il existe des choses existantes pour stimuler, rien du tout. Donc on a développé 2 circuits exprès pour ça. Donc un qui gère, on va dire, toute la puissance du module ADBlue, et une autre qui fait une sorte de télécommande, en fait, qui va venir piloter le module ADBlue. Donc activer le moteur en point H, qui va venir donc, ouvrir aussi une électrovanne. Donc une électrovanne, c'est comme un interrupteur en fait dans un circuit hydraulique. Et donc voilà, on a fait un outil en fait qui permet de faire des montées, des descentes en pression, activer le moteur dans tous les sens et puis simuler en fait des pannes, quoi. Donc le fait d'avoir fait 2 petits circuits comme ça, donc d'avoir aussi un soft évidemment adapté
au poil de souris à l'hardware, ça permet, je trouve, d'une façon quand même assez simple, de bien répondre à notre problème qui était de détecter des fuites, quoi. Et aussi, ce que j'avais pas tout à fait anticipé au départ, ce que je m'étais pas dit, c'est que quand on développe même tout l'hardware et qu'on fait on recherche des composants, parce que mon boîtier en fait il simule un peu comme un AD Blue, quoi. Parce que l'idée c'est pas mettre une voiture sur le banc de test, c'est un peu de simuler la voiture en quelque sorte. C'est que en fait le fait de faire le circuit, ça permet aussi de comprendre un peu le fonctionnement, de voir un peu les timings. Par exemple là c'était de l'hydraulique, mais voir les timings de montée en pression, etc. dans le circuit. Et donc le code, je trouve qu'il en résulte, il est, je trouve, il est mieux adapté, quoi. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien de faire de cette façon, faire l'électronique, un petit peu tester, faire un petit POC, puis après on se dit ok, là les timings c'est à peu près ça, de façon totalement empirique. Je trouve que c'est une façon qui fonctionne un peu, qui fonctionne bien plutôt que essayer de trouver des docs qui sont pas toujours présentes et de se documenter, de faire vraiment du théorique et ensuite mettre en place son code, ajuster. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà, donc c'est un projet parmi tant d'autres. En fait, dès qu'il y a un produit, c'est un peu ce genre de problématique qu'on a et ce genre de testeur qu'on va faire. Un autre exemple qui est peut-être un peu plus parlant. Juste pour le premier exemple, il te faut combien de temps, il a fallu combien de temps pour développer là tout le. Alors, je pense que le banc test là, honnêtement, en tout pour tout, j'ai dû mettre. Alors, franchement, les PCB peut-être 4-5 jours, je pense, de travail. Donc il y en a un, il est assez simple, c'est un PCB, on va dire juste pour se connecter à l'AD Blue. Mais là, il faut reprendre toutes les cotes exactes des connecteurs, etc. Donc la partie, on va dire, c'est un peu mécanique, si tu veux. Faut avoir une taille parfaite pour que le connecteur s'emboîte sans tout arracher, les bonnes tailles. Et à côté de ça, le circuit de contrôle, l'espèce de télécommande, ça a pris quelques jours aussi, mais c'est pas extrêmement long. Parce que, moi, dans mon cas, j'avais des circuits qui faisaient à peu près la même chose et j'ai adapté. Donc, j'ai copié-collé un peu des blocs que j'avais déjà. J'ai adapté 2-3 trucs et ça roulait plutôt bien, quoi. D'accord, ouais. Après, le soft, ça m'a pris peut-être une semaine ou deux. Pareil, en fait, le truc, fallait faire des tests, tu as de monter en pression. Donc, on avait déjà un banc manuel avec une pompe, tu vois, pour mettre en pression. Et donc tout manuel, ouais. Et après, en fait, le fait de remettre ça sur papier, faire des tests, tu vois, avec le petit boîtier, faire le soft vraiment pile poil adapté pour ce qu'on voulait, ouais. Quelques jours aussi, ça n'a pas été très long. Ce qui est long dans ce genre de projet, moi je trouve, c'est la mise en boîtier, tu vois, avoir des bons perçages, des bons trous, éventuellement faire un schéma à la CNC pour qu'il découpe ton boîtier tout proprement, que ton connecteur il passe bien, etc. Ça, je trouve, c'est assez long. Le reste, tu vois, faire des circuits, donc j'en reparlerai un peu après comment je fais pour mon cas. Ouais. C'est assez rapide en fait. Ouais. Et pour les boîtiers, vous n'avez pas l'impression de 3D, faire des tests, c'est ouais, alors on a une imprimante 3D. Alors nous, on a un petit problème, c'est que on n'a pas le droit de laisser le courant allumé la nuit. Alors, c'est quand t'arrives la journée, ouais, c'est vachement long. Alors du coup, moi, j'ai une approche différente. C'est, je trouve un boîtier, je vais voir le schéma mécanique du boîtier, donc qui dit en gros la taille du circuit que tu peux mettre dedans, et je fais mon circuit en fonction du boîtier que j'ai déjà trouvé. D'accord. Ouais. Mais après, évidemment, tu vois, faut quand même découper. Tu vois, si t'ajoutes des boutons, des machins, des câbles, là, ouais, c'est clair, c'est pénible. Ok. C'est intéressant. Voilà. Et donc, Mais du coup, il y a toujours une préphase d'un projet à réaliser tous ces outils-là que vous devez imaginer. Et tu travailles tout seul sur ces outils-là ou à chaque coup, c'est un projet que tu fais en équipe? alors ça dépend des projets. Alors ce projet-là, en l'occurrence, j'avais un collègue qui bossait avec moi, on va dire, il m'a aidé surtout sur la partie hydraulique. Après, la partie électronique et développement, j'ai fait tout seul. Il y a un autre projet peut-être qui est encore un peu plus parlant, dont je peux vous parler. En gros, quand je suis arrivé dans ma boîte, eux, ils utilisaient du coup des sondes. Donc une sonde, c'est ce qui permet de communiquer avec un calculateur via un PC. Donc ça fait l'interface en fait entre le protocole de communication d'un calculateur, donc très souvent du CAN, le bus CAN, je pense, peut-être vous avez déjà entendu parler, et l'ordinateur. Donc par exemple, si on fait des tests, admettons, peu importe, en Python, hop, on va charger le module Python, par exemple Kvaser, ils ont dit un truc existant, un module existant, et on peut créer des tests, des scénarios tests sans problème. Par contre, le problème, c'est que ces sondages sont très chers, et souvent, il y a
un canal CAN. Donc, c'est-à-dire on peut parler à un seul calculateur à la fois ou à un seul bus CAN du calculateur. Donc, le CAN, pour peut-être préciser, c'est un bus de communication avec 2 fils et c'est un protocole série. Donc, c'est un peu comme de l'UART, mais qui est utilisé énormément en automobile, quoi. Dans votre voiture, par exemple, tous vos calculateurs, ils communiquent ensemble via différents bus CAN et bus LIN aussi. C'est un peu comme du CAN, mais on va dire plus simpliste, encore plus simple. Et en gros, quand je suis arrivé dans ma boîte, c'est que des sondes achetées très chères, qui étaient utilisables, mais qui n'étaient pas forcément idéales. Par exemple, des produits avec plusieurs bus, du LIN, du CAN, eux, ils avaient besoin d'avoir 3 sondes. Ils mettaient les noms des sondes dans des fichiers de configuration, ils mettaient du coup le nom du TTY, enfin le nom du port-com sur Windows, ça changeait, c'était un bazar pas possible. J'ai dit, bah écoutez, plutôt qu'utiliser, acheter des trucs ultra chers, un petit peu spécifiques, on va faire notre propre sonde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des sondes CAN et LIN, donc qui permettent de communiquer avec tout type de calculateur et qui sont configurables. Alors là, pareil, le PCB, c'est tout simple, hein. Un petit microcontrôleur. Moi, j'ai pris un truc à base d'Arduino, ça s'appelle des Tinsy. C'est un tout petit truc. C'est vachement puissant. 2 transceivers CAN, un transceiver LIN, bon, un truc qui permet d'avoir une tension de 12 volts. Et voilà, quoi. Et je veux dire, là, pour le coup, le PCB, c'est un jeu d'enfant, hein. Moi, ce que je fais, c'est que donc j'utilise KiCad. KiCad, c'est un logiciel qui est open source, qui est plutôt facile d'utilisation. Il y a pas mal de tutos. Et ça permet de concevoir des circuits de manière assez simple parce qu'il y a même un truc qui s'appelle du routing automatique. Donc, il y a des plugins qui vont venir router les composants. En gros, le routing, qu'est-ce que c'est ? C'est la deuxième phase quand vous faites un circuit. Donc, première phase, vous prenez ce qui s'appelle des symboles et vous faites vraiment le schéma électronique comme on apprend à l'école. Par exemple, avec, je sais pas si vous voyez la diode, la petite résistance, ce petit machin. Ouais. Donc ça, vous faites votre circuit. Donc ça, c'est purement théorique. Là, vous pouvez aller voir sur Internet, tout. Il y a plein d'exemples. Il faut avoir quelques connaissances de base. Je peux en reparler après, mais c'est pas grand-chose. Après, il y a la partie plutôt, on va dire. Même avec Claude. Bah, justement, j'allais y venir. Il a bien pour certains trucs, ouais. Je dirais en quoi il me sert beaucoup. Mais après, le routing, donc la partie plutôt conception PCB, là, on va dire, OK, ma résistance, mon dessin de résistance, bah déjà, quelle résistance ça va être ? Une grosse, une petite, une traversante, une moyenne. Donc ça, on assigne, en gros, ce qui s'appelle une footprint, c'est la vraie forme du composant. Et après ça, donc on dispose, en gros, il y a une espèce d'éditeur, hop, on dessine la forme du circuit, on dispose les composants comme il faut, donc en essayant de respecter une logique, par exemple, s'il y a de la puissance, on va le mettre un peu ensemble, c'est pas un petit peu des petits circuits, des petits signaux analogiques, tout ça. Mais c'est pas extrêmement compliqué. Après, il y a des plugins free routing. Alors, pour du routing simple, ça marche plutôt bien. Après, c'est sûr, si vous avez 400 composants, 7 couches de mais cuivre. Attends, parce que, excuse-moi, je sais, parce que en tant que noob en la matière complet, donc là, tu expliques le routing. Je suis pas sûr d'avoir compris parce que j'ai l'impression que c'est un peu polymorphe ce terme routing. Dans ma tête, routing, je croyais que c'était tu connectes les composants entre eux. C'est bien plus compliqué parce que tu dis c'est aussi la sélection du composant et sa forme factor. Non, le routing, c'est vraiment le fait de relier. C'est moi qui me suis mal exprimé. C'est juste avant, dans la conception du PCB, on va dire, tu choisis les composants et après tu fais le routing où tu relis tout ensemble les composants. Okay. En effet. Et alors, toujours pareil, question de noob. Donc, je parle aussi pour les auditeurs. Donc, le PCB, c'est la carte, la petite carte électronique. Tout le monde a tendance à dire carte électronique, voilà. Et c'est ça que tu vas venir graver dessus. On voit tous les petits circuits là, super. Et en fait, ça, c'est fait automatiquement par ce que tu appelles le routing. Et c'est pas toi qui t'amuses à dessiner tous les traits qui traversent d'un côté à l'autre et tout ça. Ou en tout cas, c'était fait avant et maintenant, c'est fait un peu en automatique. En fait, imagine le logiciel. En gros, il va décrire toutes les couches qu'il y a à l'intérieur de ton circuit. Donc, ton circuit, on va dire un circuit standard, d'accord ? Tu vas avoir des couches, un peu de résine. Tu vois, ce que tu touches, souvent, tu vois, c'est vert un circuit. Tu vois ? Ouais. Ça, en fait, c'est pas du cuivre, c'est pas conducteur. Ça, c'est une espèce de résine verte. D'ailleurs, tu peux choisir la couleur. Ouais. À l'intérieur de cette espèce de résine-là, il y a des couches de cuivre. Une ou plusieurs couches de cuivre. Quand tu fais le routing, en fait, tu vas relier les composants via ces couches de cuivre. En fait, c'est comme si tu tires des fils de cuivre à l'intérieur. Mais ça, toi, tu le décris dans ton logiciel. Tu dis, je sais pas, par exemple, tu as un composant A,
tu le relies au composant B, et ben hop, là tu vas faire ce qui s'appelle une piste de cuivre entre les deux composants. Et là, il y a un outil qui s'appelle Free Routing, un plugin. Lui, hop, avec tous tes composants, bon, il va relier tout comme il faut, il va faire des passes, il va optimiser, il va te faire le truc normalement plutôt pas mal. Ok. Et toi aussi, tu as fait de ça, Guillaume, c'est ça? Et Younou, t'en as fait aussi en école de ça? D'électronique? Non. Ok, on découvre quoi, à part peut-être Pierre et Guillaume qui maîtrisent un peu, Montaigne, je suppose aussi. Non, pas trop quand même. Hein. Moi, mes seuls souvenirs, c'est d'avoir vu avec vous, justement, quand je travaillais avec Guillaume, et d'avoir vu des PCB, etc. Mais ce que je me demandais là, c'est si tu fais tout à la main, après, parce que moi, j'avais le souvenir aussi qu'il fallait que le côté j'automatise ou c'est fabriqué, tu l'achètes tout prêt, c'est aussi que c'est plus durable parce qu'il y a du vernis, c'est mieux protégé, machin, tout ça. Alors que toi, là, si c'est toi qui fais, comment ça se passe après? Ça se conserve bien? Et ben justement, c'est une bonne question. Alors, justement, nous, on conçoit pas le PCB physiquement, en effet, on le commande. Justement, et même on commande sur des sites chinois. Donc nous, en gros, imagine, le logiciel, tu lui dis comment tous les composants sont reliés, tes couches de cuivre, etc. Après, t'as comme un format standard de description de PCB qui s'appelle Gerber. Après, ce fichier-là, donc ce fichier Gerber qui décrit en gros les couches de ton circuit, comment il est relié, quels composants t'as dessus. Ce truc-là, tu peux l'uploader sur certains sites. Donc nous, on utilise un site chinois qui s'appelle GLC-PCB. Et là, eux, ils vont fabriquer le PCB, juste à partir des fichiers-là. En gros, ils ont... Et tu peux le faire à l'unité. Tu peux faire à l'unité. Alors, le minimum, c'est 5 PCB, mais c'est si peu cher que, tu vois, si tu fais un petit circuit, on va dire un truc assez simple, pas un truc de puissance, tu vois, gros, je sais pas, de 10 cm sur 10 cm, ça te coûte peut-être 2 € les 5. Ok. Et pardon. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, justement, pour des projets un peu DIY, moi, j'encourage souvent des potes qui m'en parlent, ils disent comment tu ferais, etc. Je dis écoute, là, c'est assez spécifique ce que tu veux faire, je sais pas, faire un aquarium connecté, admettons, ou une serre, tu peux faire ton circuit en fait toi-même. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, il y a pas mal de ressources, justement. Il y a deux trucs qui sont très pratiques. De un, il y a sur les sites qui vendent les composants électroniques, par exemple DigiKey, ils te mettent en gros ce qui s'appelle la footprint et le symbole de ton composant. Donc en gros, t'as la description de ton composant qui est dessus, sa forme physique, etc. Donc t'as même pas besoin de tracer la taille de ton composant. Tu télécharges le machin, tu l'uploades dans KiCad, hop, tu peux le placer. Après, il sera à la bonne taille, les pins de la bonne taille, tout bon. Donc ça, c'est assez pratique. Et évidemment aussi, l'IA est très utile pour ça. Moi, j'utilise pas mal Claude justement pour déterminer quels sont les composants dont j'ai besoin. Par exemple, imagine... Ouais, pardon. Non, je dis intéressant. En gros, imagine... comment expliquer je voulais par exemple mesurer une résistance toute petite, tu vois, une toute petite résistance. Donc ça, il y a plein de moyens de faire. Mais en gros, moi, l'idée, c'est faire passer un courant dans la résistance. Et la base électronique, c'est U égale RI. Donc, tu fais passer un courant dans ta résistance, tu vas avoir une toute petite tension qui apparaît. Donc, je sais pas, par exemple, un courant d'1 ampère. Voilà, tu vas avoir une toute petite chute de tension dans une résistance de relais, c'est quelques milliohms. Donc, tu vas avoir quelques millivolts. Et l'idée, moi, il me fallait un composant, en fait, qui va amplifier ce truc-là. Mais, je peux avoir quelques millivolts, mais je peux aussi avoir 12 volts, si le truc ne conduit pas. Donc ça a été problématique, je me suis dit, mais comment c'est possible quoi? C'est-à-dire, j'ai un composant, je lui mets 12 volts dans la tête, mais il doit me sortir un tout petit truc qui va sur mes circuits, mais en même temps, il faut que ça amplifie avec un bon facteur, parce que je vais avoir quelques millivolts. J'ai demandé à Claude, hop, en 2 secondes, il m'a dit, là, tiens, t'as l'ampli hop là qui est fait exprès, c'est beaucoup plus que Rail to Rail, le AD, ce machin truc. Et voilà, donc... Ok. Et... j'ai deux questions. Une curiosité, la première, c'est du coup, tu fabriques des outils et tu as dit que tu travaillais là dans le secteur automobile, donc tu fabriques des outils pour mesurer, pour tester différentes parties d'une voiture. Mais du coup, en envoyant ton schéma de conception d'un PCB chez des Chinois, est-ce que ça peut être une faille de sécurité en quelque sorte, parce que ou c'est tellement générique, c'est peut-être une question bête, mais c'est tellement générique qu'en fait il n'y a aucun indice sur la voiture elle-même. Non, c'est quoi? Alors c'est pas du tout une question bête, parce que c'est une question qui a été posée par le chef de mon chef, plus 2.
Et le truc, en effet, comme tu as dit à la fin de ta question, c'est que en fait c'est tellement générique. Comme imagine un circuit où c'est des petits blocs logiques. Tu les mets tous ensemble dans un circuit pour que ce soit parfaitement adapté à ce dont on a besoin. Mais en soi, il y a rien de vraiment critique dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je pense que si tu fais des circuits vraiment, en effet, tu fais des circuits, on va dire, mais là c'est un métier à part entière. Tu vois, là c'est vraiment des développeurs en électronique. Je sais pas, tu fais des circuits, je sais pas, avec des tout petits signaux à très grande fréquence. Donc là, c'est un boulot à part entière. Là, tu peux pas faire du routing automatique, etc. Et dans ce genre de situation, en effet, là, tu vas pas envoyer, je pense, ces circuits chez JLC PCB. Mais moi, dans mon cas, Ok. tu vois, c'est un peu de la bidouille, tu vois, un peu du, ouais, c'est pas extrêmement compliqué, quoi. Et la deuxième question, c'est, tu as parlé aussi de composants que tu viens coller sur ce PCB. Et du coup, tu peux interagir avec Claude, mais du coup, vous avez un référentiel où c'est toujours... enfin, je suppose que vous avez des familles de composants, mais Claude, il peut donner un composant que tu n'as pas du tout à disposition, ou c'est quelque chose qui... non, en fait, c'est tellement... C'est pareil, en fait, c'est une bibliothèque générique, il y a 1000 pièces différentes et tu peux piocher dedans. Et... Non, bah alors, nous, tu vois, en gros, moi, tu vois, dans mes circuits, j'ai l'habitude de prendre un peu toujours les mêmes composants, tu vois, même taille de résistance, ce type de transistor, ce type de diode, etc. Après, il existe tellement de variétés de composants en électronique, on est toujours surpris. Il y a des trucs, ouais, non, on n'a pas en magasin, quoi. Donc, on n'a pas dans nos stocks. Donc, en effet, la Claude, moi, ça m'est arrivé, il me dit, ah bah tiens, cet ampli, machin, hop, je commande. Il y a des sites, en fait, exprès où ils vendent des composants électroniques et tu trouves tout. Ok. Ouais, c'est assez accessible, la plupart des choses, quoi. Ok. Guillaume aussi, il avait une question, je vois. Ouais, petite question. Quand tu dis que tu utilises Claude pour le choix des composants, est-ce que tu lui as donné une sorte de database, une référence, ou tu laisses juste comment il a été entraîné et tu te dis il va savoir les composants? Et sinon, est-ce que tu t'es posé la question de le faire? Honnêtement, je me suis pas posé la question. J'avoue, en général, tu vois, je lui expose vraiment uniquement ma problématique et je me dis, bon, de toute façon, quand il me propose un composant, la première étape, c'est évidemment, je vais voir la datasheet, tu vois. Évidemment, voir si ça correspond bien à la problématique. Et ça arrive que ça matche pas parfaitement. Ça arrive aussi, un truc qu'il adore faire, c'est sous-dimensionner les prix. Il dit, oh, ça coûte 1 euro sur RS ou DigiKey, tu vas, ça coûte 25 euros le composant. T'es là, pas du tout. Mais non, je t'avoue que moi, je file pas plus de billes que ça. Je sais en fait, même en général, tu vois, il te file des listes de composants qui peuvent marcher dans ton problème. Et il y a des marques avec lesquelles tu vois, je suis un peu plus habitué. Je sais celles qui coûtent cher ou pas trop cher. Par exemple, tu as Analog Device, par exemple, je sais qu'en général ça coûte très cher, mais ça fonctionne très bien. Ils ont des trucs avec des specs qui sont super bien. Parce qu'ils sont tout le temps en train de construire des nouveaux composants, les fabricants là. Et je me dis, si Claude il est pas à la page, peut-être tu passes à côté d'un truc peut-être bon marché et qui correspond mieux à tes besoins et tout ça. Ouais, Je sais pas si c'est possible de le faire. Ouais, c'est possible. Après, le truc, je pense qu'il y a tellement de composants que c'est assez qu'ils puissent chercher où il faut, quoi. Je sais pas. Ouais, ça peut être une idée de projet, ouais. Combien de temps ça te prend un cycle, on va dire, entre l'idée et le fait de concevoir avec l'aide de Claude ou pas, hein, d'ailleurs, voilà, de faire ton nécessaire de matériel, tout ça, ton bill of material, commander, prototyper, etc., valider, ça te prend combien de temps? Bah, honnêtement, tu vois, ça va beaucoup dépendre de la complexité du circuit. En gros, dès qu'il y a de la puissance, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu es obligé de faire des calculs. Bah, en fait, surtout sur les largeurs de piste. Donc, en gros, hein, une piste de circuit, un morceau de cuivre, il a une résistance. Et donc, plus elle est fine, et plus elle est résistante. Et donc, si tu as de la puissance avec des pistes trop fines, boum, ça va exploser, ça fait comme un fusible. Et dès qu'il y a de la puissance, c'est un petit peu plus long, faut calculer, bien faire attention, penser à la dissipation thermique. Alors nous, on fait pas des trucs avec des puissances énormes, on reste sur 12 volts, et vu que c'est ce qu'il y a dans des voitures, tu vois, une batterie de voiture, elle peut pas non plus t'envoyer... une voiture thermique, hein, pas électrique, va pas t'envoyer 200 bourrins non plus, quoi. Mais on va dire, le PCB classique, 1 à 2 volts, 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 1 à 2
on va dire un petit truc facile. Je pense une semaine, je trouve mes composants, je fais le PCB, je l'envoie chez GCPCB. En général, une semaine après, tu reçois le PCB. Si tu mets une petite pièce pour avoir la livraison rapide, on va dire, allez, tu mets 20 € pour avoir la livraison rapide. En une semaine, t'as tes PCB. Mais Parce que la livraison rapide coûte beaucoup plus cher Ouais. que le PC dans les Ah ouais, ok. ça- Ça, ah c'est oui, intéressant. la livraison. En général, faut grouper. Quand tu sais que tu as plein de projets, tu as 5-6 PCB à commander, tu dis ok, là j'envoie la commande rapide, tu peux lâcher mes 20 € de livraison. Ah ouais, donc il y a une vraie gestion de planning par rapport à tes outils. Ah oui, et puis même, tu sais, pour commander les composants, c'est extrêmement long, quoi. T'es obligé, en fait, là, tu vois, moi, je passe mes journées à commander des composants, je fais un banc de test complet pour un gros projet. Putain, je commande peut-être 100 ou, je sais pas, une centaine de composants différents. Donc ouais, ça prend presque plus de temps que faire la conception du PCB. Hein. Et la question, Ouais, c'est- tu as prototypé avant de faire les commandes de PCB. Tu as fait du breadboard, tu as fait les... Bah, honnêtement, ça dépend des cas. Parce que, alors, peut-être c'est très mal, hein, mais il y a des circuits. Donc, si tu vois, c'est un truc dont je suis sûr que j'ai déjà testé, je sais que ça a fonctionné, je fais pas de breadboard. Je me dis, en plus, faire de la breadboard, alors, pour ceux qui j'en fais assez souvent, c'est relou. Je trouve ça très pénible. Parce que tu as toujours un fil. Ouais, c'est Ah, c'est quoi quoi c'était ma question, breadboard là Problème- C'est pas Le du problème de pain. la breadboard, c'est que tu as toujours un problème, un fil qui est mal mis, une cause du pont, une cause du pont, pareil, qui est mal mise, qui est défaite. Donc, non, juste la breadboard, il posait la question. La breadboard, c'est, vous vous souvenez, en cours de techno, là, les trucs où on met les fils, les résistances, les... Ah oui, c'est toi qui fais. Ah, avec c'est les tout trous, comme là avec où, plein de trous. Et Ouais, tu, les enfants quand ils ont la boîte C'est ça. électronique là et Regarde, que... c'est ça. Ok, ça marche. On voit pas bien, mais c'est plein de trous, c'est ça. Et voilà. puis, C'est C'est ça, ton et- circuit sur un. Waouh. Exactement, ouais. trop bien. En fait, tu joues en permanence. C'est C'est proto, ça, quoi. c'est ça. Mais En fait, je pose la question parce que moi, quand ça m'est arrivé d'en faire, ça m'est arrivé en fait d'avoir des breadboards. Du coup, ça marchait pas à cause de la breadboard. bah oui, mais ça c'est un classique. Tu commandes la pièce, tu soudes tout, ça fonctionne. Bah c'est ça. Mais avant, ça fonctionnait pas en test. Exactement. C'est pour ça que ça c'est très bien quand tu as quelques composants et surtout bon, tu vois là tu peux mettre que des composants traversants en plus. C'est pour ça des fois ça va plus vite en fait. Tu dis mon circuit, j'accepte de faire une V1. De toute façon, ça va coûter 2 €, je reçois. Si ça marche pas, je fais une V2 et puis puis voilà quoi, je fixe ce problème et puis il y aura une deuxième version, tant pis quoi. Et toi Et Vas-y, Montaigne. ouais, quand je t'entends en parler là, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que tu commandes des composants Oui. tout le temps et tout ça. Tu fais combien de projets comme ça C'est que toutes les semaines, t'en as des nouveaux ou c'est qu'à chaque fois, c'est que tu rajoutes sur de l'existant Et bah, écoute, ça dépend des périodes. Là, je suis sur un gros projet sur lequel il y a au moins une dizaine de nouveaux circuits que j'ai fait. Donc là, tu vois, je jongle entre beaucoup de Yeah. cartes différentes. Et un nouveau circuit, quand tu parles d'une dizaine de nouveaux circuits, ça veut dire que tu vas rajouter des fonctionnalités parce que tu rajoutes des circuits. En gros, c'est ça. Imagine, on a un nouveau produit Ok. qui a ses spécificités. Donc là, par exemple, le produit là, bah, il y a plein de relais dessus. Donc un relais, c'est comme un interrupteur. Donc on veut tester les interrupteurs et tester s'ils ont une résistance la plus faible possible, en dessous d'un certain seuil. Et donc voilà, on n'avait pas de carte qui existait pour ça. Donc on m'a dit, bah fais une carte. Je dis ok. Je fais une carte et à côté, bah il y a les deux spécificités. On m'a dit, bon bah fais une autre carte, une autre carte, une autre carte. À la fin, t'arrives, tu dis, bah ok, le produit là, en fait, il a quelques points communs avec d'autres produits dans les voitures, mais globalement, il est très spécifique, quoi. Et mais donc c'est pas des nouveautés dans les voitures, c'est des nouveautés dans ce que vous voulez aller regarder sur les voitures. C'est ça. Bah en gros, nous, tu sais, c'est que de la réparation de pièces. Alors en gros, on veut tester la réparation. Donc en fait, imagine l'idée. La plupart du temps, c'est un peu comme simuler une voiture, pour que la pièce elle fonctionne correctement, qu'elle ait un peu son environnement, qu'elle soit alimentée correctement, qu'elle pense qu'il y ait d'autres pièces automobiles qui communiquent avec, comme ça devrait dans une voiture. C'est Ok, tu moques. Voilà, ton- exactement. c'est comme du de mocking. réparation. C'est ça. C'était comment le nom, Younout Droopy? Non, le truc de test moteur là, Boosty. Oui, je crois que ça avait un nom un peu comme ça, ouais. C'était de l'électronique made in France avec des noms bien de chez nous, quoi.
Et est-ce que tu utilises des simulateurs logiciels Et bah, ou est-ce que ça vaut rien Et bah, justement, c'est là où je voulais en venir. Le truc, je vais être tout à fait honnête là-dessus. Donc, moi, je suis pas du tout un vrai ingénieur en électronique, quoi. C'est vraiment, on va dire, des petits projets. C'est pas du dépannage, mais on va dire la moitié de mon boulot, ça reste faire du soft. Et je suis pas non plus devenu, tu vois, un expert en électronique. Donc, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui sont électroniciens, j'espère qu'ils sont pas arrachés les cheveux. Mais c'est vrai qu'un vrai électronicien, je pense qu'il va toujours simuler les circuits sous LTSpice. Même faire des analyses, tu sais, d'intégrité de signaux, même gérer les problèmes de MC. C'est une vraie expertise. Ce que tu es en train de dire, c'est pour pas que ça explose, c'est pour pas que ça crame ta carte. C'est ça, comme tu expliquais tout à l'heure, parce que tu as mal fait tes mesures. Ouais, ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça, ou pas les problèmes d'interférence, comme ça, tu vois. Ces trucs, tu vois, la simulation, moi, j'en fais. Ça m'arrive de temps en temps, justement, dans KiCad, tu peux en faire. Et c'est beaucoup plus facile de simuler sur KiCad que sur LTSpice. Il y a un module dedans et l'interface graphique est beaucoup plus sympa. Mais moi, j'en fais assez rarement parce que en fait, c'est assez long de simuler. Ouais. Sinon, tu fais comme Pierre, de ce que j'ai compris. Donc, il a testé sur breadboard, ça n'a pas marché. Il a quand même soudé, ça a marché après. Donc, il a fait tout à l'inverse. Exactement. Ok, mais je sais pas, du coup on t'a perturbé un peu dans ton sujet, je sais pas où tu en étais dans le film. Non, bah moi c'est très bien, du coup j'avais prévu un ordre, mais du coup j'ai un peu parlé de tout. Justement, je remercie Guillaume pour sa question. Je voulais être honnête, je suis pas devenu un vrai ingénieur en électronique. Voilà, je pourrais pas faire du routing, voilà, pour des cartes industrielles ou quoi, ça j'en suis pas capable. Par contre, justement le fait de faire un peu du DIY, ça m'a aussi poussé à en faire moi dans le perso. Donc, comme d'AFC, je fais mes pédales de guitare. Je fais dès que j'ai l'occasion, en fait, je fais mes petits circuits. Tu vois. Donc, moi, j'aime bien et il y a une certaine satisfaction à faire ça. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ça, bah, franchement, vous avez des questions, n'hésitez pas. Même des petites questions de base électronique, il n'y a pas grand-chose à savoir, honnêtement. Loi des nœuds, loi des mailles, savoir ce que c'est. Une résistance, une diode, un transistor. Vous pouvez déjà faire plein de choses. Un condensateur, voilà. Et par quoi on commence ? C'est-à-dire que est-ce que je prends un breadboard et je me lance vraiment en mode électronique, c'est parti, ou parce que je sais qu'il y avait des projets aussi un peu en mode plug and play, quoi. T'arrivais et t'avais toute une petite truc de composants là, c'était presque pré-mâché et ça simplifie le truc. Tu recommandes quoi ? Honnêtement, je pense que les trucs pré-câblés ça peut être une bonne approche. Tu sais, ils font des boîtes avec plein de capteurs dedans. Ouais. Je pense qu'ils vendent sur Amazon des trucs. Je sais pas si c'est un truc comme ça là. C'est une sorte de boîte avec plein de composants. Ils te donnent plein de capas, plein de diodes, plein de trucs, et après tu fais un peu ce que tu veux. Ils te filent une breadboard aussi. Ouais. Sur Amazon, tout ça. Moi, je pense que ça c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir déjà une idée de projet. Je trouve que le mieux, c'est tu dis, ok, j'ai une idée de projet. Je sais pas, je vais faire, un terrarium connecté, hasard. Comme ça au hasard. Hasard, et tu dis ok, donc oui, ça peut être difficile à appréhender si tu connais rien. Par contre, maintenant justement avec Claude, tu peux dire ok Claude, comment tu ferais ? Je suis débutant en électronique. À mon avis, il pourra très bien te guider. Ouais. Et le fait de, je pense que quand tu débutes, prototyper c'est très bien sur une breadboard. Tu as acheté un pack de composants comme Guillaume m'a montré là, avec un pack de capteurs, quelques trucs. Tu vois, peut-être des petits microcontrôleurs faciles à utiliser, genre un ESP32, tu vois, ça coûte peut-être, je sais pas, 3-4 euros. Tu peux te régaler. Justement, ma question, c'était quel est ton microcontrôleur préféré ? Alors, on va dire en board comme ça, moi j'aime bien la Tinsy 4.0 parce qu'elle est toute petite, c'est vachement puissant. Ça se programme sur Arduino IDE. Voilà, sinon, on va dire en famille, vraiment microcontrôleur sans board, moi j'aime bien utiliser des PIC. Parce que je suis habitué au PIC et puis j'aime bien, je trouve que c'est pareil, c'est super facile à utiliser, tu mets une capa, une alim, voilà, le truc il fonctionne quoi. Il y a un quartz interne, t'as des docks, t'as plein de docks, c'est super utilisé, t'as plein de projets sur MPLAB. Les PIC, PIC j'aime bien aussi. Il y a pas mal de
Et après, ouais, moi c'est marrant, juste les fois où j'en ai fait à la maison, au final, c'est parce que j'allais me balader à la fête de la science. Et c'est le genre de choses qu'on fait, ils redonnent des petits packs, après il faut le continuer à la maison et tout ça. Ah ouais. Genre la télécommande qui permet de tout éteindre là, tout autour de vous et tout. Donc c'est plutôt cool en fait. Il y a La des télécommande choses qui sympas à faire. ouais, ok, tout ce qui est infrarouge, c'est ça? Ouais, Ok. je crois. Cool. Ouais, ça c'est top. Et je pense que justement la domotique, pour ceux qui ont envie de se mettre à l'électronique, c'est parfait en fait. Hein. On a tous un endroit où on vit, et on a tous des lumières, des trucs à éteindre, allumer, activer. Pour moi, c'est. Ouais, mais il y a toujours une petite peur de putain, je suis en train de toucher à l'électricité de chez moi quand même là. Enfin, tu vois, je veux dire. Ouais. Tout à l'heure, moi je vais pas faire les calculs que tu as Ouais. expliqué tout à l'heure, quoi. Elle crame. Hein. C'est vrai, l'électricité, c'est autre chose, faut quand même faire un peu plus attention. L'électronique, en général, tu sais, quand on dit électronique, c'est petite tension. Ouais, petite. Mais tension, ouais, électricité, ouais, si tu commences à démonter ta prise, c'est un peu plus. Faire gaffe où tu mets les Mais doigts. commence par faire des trucs que tu branches en 5 volts avec un transfert USB. C'est ça. Ouais, je voulais dire Des qu'il y a luttes, beaucoup il de faut livres des- aussi et des kits qui sont accessibles, qu'on peut faire avec les ados. Moi, j'avais, il y a quelques temps là, avec mon fils qui était je sais même pas, je pense qu'il était en troisième ou en seconde, on avait fait pas mal de trucs avec des livres et voilà, tu commences avec du Arduino par exemple, il y a déjà plein de trucs sympas que tu peux faire. Le calendrier de l'avant Arduino, dis donc, moi j'ai sorti une fois quand même. Hein. C'est Ça vrai. existe. Et Mais tu construis non. ton petit robot jour après jour, bien sûr. Aïe. Quand on a marre de faire le calendrier Lego, tu vois, paf, le level du dessus. Le calendrier Arduino. Calendrier Arduino. Ce qu'ils font aussi les magazines, tu sais, où ils te vendent une pièce, la première pièce à 1 euro, la deuxième pièce à 3 non. euros. La semaine d'après. Non, merci. Je serais pas assez patient. Super. Mais voilà, pour moi, c'était tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bah, merci à toi, super. Merci beaucoup, ouais. Merci. Ça attise la curiosité. Merci JC pour la présentation. Et on va enchaîner avec aussi un sujet, je pense, qui va intéresser quelques-uns, parce qu'on en a parlé Vous l'avez pas entendu, j'ai pas sorti encore le podcast, mais en tout cas, on a parlé de Guillaume. N8N. Ouais. Je pense que Montaigne, elle attend là, les derrière, parce que. C'est ça. Moi, j'ai hâte de savoir ce que tu fais. D'accord. Bon, j'enchaîne alors. Avant que tu commences ton intro, c'est juste que David, il m'a fait une formation Make en décembre. Ah, Donc, d'accord. c'est pour ça. Mais elle m'a dépassé largement. Elle Mon l'utilise concurrent. tellement, je pense que. Ouais. Bah, ok, bah je me lance alors. Donc, moi depuis, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi, même un peu plus, je dirais, que je suis passionné de tout ce qui est home lab, self-hosting, tout ça. Et bon, j'ai appris à jouer avec plein de petits outils là qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Mais N8N, c'est quand même celui qui m'a le plus été utile, c'est celui qui m'a le plus aidé. Donc en gros, ce que c'est N8N pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est un outil open source d'automatisation qui va interagir avec des services externes et qui va être sous forme de nœuds et que vous allez connecter ces nœuds ou presque sans aucun code. Voilà, en gros ça c'est l'idée. J'aimerais commencer par quelques chiffres quand même. C'est que c'est quand même 230 000 utilisateurs enregistrés, 100 millions de pools Docker. C'est le projet JavaScript le plus étoilé sur GitHub de 2025, avec 183 000 étoiles. Et tu dis utilisateurs enregistrés sur leur parce que c'est. Je pense que chose... c'est. Ouais, je pense que en fait il y a 2 plans sur N8N. C'est on utilise leur infra et oui, on le self-host. Donc je pense que là c'est les utilisateurs chez eux. Merci. Mais moi bon, j'en reparlerai plus tard, mais et ils font que rajouter des fonctionnalités. Non, mais on se doute bien que toi tu l'héberges. Hein. Moi je l'héberge. C'est ça que tu voulais dire. Ah oui, et sinon c'est. Et juste pour la petite boutade, tu remarqueras Younout qu'il est sorti du monde du terminal parce qu'on a connu Guillaume. Je crois qu'il sortait jamais de son terminal Linux. Moi, à un moment donné, je me demandais s'il connaissait autre chose que VI. En fait, c'est. Ouais, et la souris, je sais pas si elle a été branchée à son ordinateur.
Ça sert à rien de souris, c'est surcoté. Voilà. Avec N8N, on en a besoin, là. Non, j'ai bien évolué, là, depuis, là, c'est bon, là, ouais, donc, effectivement, la souris utile. N8N, ils ont fait que se développer. Enfin, moi, je sais que à chaque fois que je vérifie si l'image N8N elle est à jour, elle est jamais à jour. C'est-à-dire que le lendemain, je peux refaire un check digest sur enfin, je vérifiais si mon image est à jour. C'est jamais le cas. Il faut tout le temps le mettre à jour. Ils sont tout le temps en train de rajouter des fonctionnalités, de corriger des petits soucis qu'ils ont. Et à chaque fois que je poule mon image, je suis là, waouh, c'est encore plus beau ergonomiquement, c'est encore plus. Je suis en extase, j'adore. Oui, bon, à titre perso, je l'héberge. Enfin, j'ai 3 ans, non, beaucoup plus. Enfin, j'en ai plus que ça en fait. Je l'héberge bien sûr sur mon PC. Je l'ai sur mon VPS là, donc c'est mon serveur virtuel Linux pour avoir accès en public parce que si mon PC est éteint, il faut que mes workflows ils tournent encore. Et au boulot, j'utilise aussi. Moi, je vais en parler un peu plus tard de comment je l'utilise. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que depuis début 2026, ils ont fait une refonte majeure. C'est un N8N 2, quoi. Ça me rappelle des trucs. Centré sur, en l'occurrence, la scalabilité, la sécurité, performance, ergonomie. C'est les axes sur lesquels ils se sont mis. Mais le vrai tournant d'N8N, c'est surtout l'intégration IA, bien sûr. Il y a plus de 70 nœuds IA natifs qui sont dispo. Il y a des intégrations LangChain complètes. Donc ça concerne donc les agents, les chaînes, les outils, les mémoires, les parseurs en sortie, les vector store, tout ce qui est embedding, OCR aussi pour les PDF et la génération d'images. Donc en gros, c'est un peu l'outil de rêve unifié pour jouer avec l'IA, surtout que là alors je dis récemment, mais ça fait un certain temps quand même. Mais j'ai remarqué que bon, vous avez votre page avec tous les workflows, mais en dessous vous avez un petit truc en bêta qui reste en bêta un peu trop longtemps, je trouve. C'est l'intégration d'une sorte de chat IA. Et je sais pas si vous connaissez des outils style OpenWebUI, LibreChat et tout ça. C'est des outils qui sont un peu à l'interface ChatGPT ou Claude AI et tout ça. En gros, c'est un chat avec vos discussions sur le côté. Et vous allez choisir votre modèle en haut, votre LLM. Sauf que là, c'est un peu multi-provider, quoi. C'est-à-dire que vous allez choisir, si vous avez des tokens, si vous avez des crédits anthropiques, vous allez plutôt utiliser Claude. Si vous avez des outils OpenAI, vous allez utiliser les GPT. Mais en gros, vous allez vous allez pouvoir discuter avec vos IA sur cette partie, cette partie de ce soft-là. Vous allez pouvoir discuter avec l'IA. Et donc, ça fait comme une interface. À la base, c'était une interface unifiée parce que si vous avez besoin d'utiliser Gemini ou ChatGPT, vous allez changer votre site, vous allez avoir des discussions différentes. Là, c'est tout unifié. Vous choisissez juste votre modèle. Il y en a plein des outils comme ça, self-hosted notamment. Mais l'intérêt avec N8N, c'est que bien sûr, il a accès au workflow. Et donc, du coup, alors moi, j'explique ça, mais en fait, je l'ai jamais utilisé parce que je sais pas pourquoi, dès que c'est en bêta, j'ai un peu du mal à me lancer. J'ai toujours peur que ça marche pas bien. Donc, puis en plus, c'est des workflows. Des fois, j'ai pas trop envie de les lancer quand je sais pas ce que je fais. Toujours pareil, on revient au même problème quand on fait pas trop confiance à l'IA. Mais l'intérêt là, c'est qu'effectivement votre modèle, votre IA, votre agent, il a accès au workflow, donc il peut les déclencher, il peut regarder les versions des workflows, il peut regarder l'historique de ce qui a été fait. Vous pouvez lui demander j'ai besoin de faire ça. Il peut aussi bien sûr créer les workflows pour vous. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a aussi bien sûr des MCP qui existent pour le N8N. Si vous avez votre Claude Code et que vous voulez écrire ou lire un workflow ou des historiques. Et là, tu le maîtriserais plus dans ce cas-là. Enfin, en tout cas, dans l'utilisation avec Claude. Oui, alors les tools MCP, ils sont assez limités. C'est Edit Workflow et Create Workflow. Il n'y en a pas plus. Donc, des fois, les workflows qui sont très longs, il va juste tout réécrire et en fait, des fois, ça va pas forcément bien marcher. Alors, sûrement maintenant, avec Opus et tout ça, ça marcherait bien sûr beaucoup mieux. C'est bien pour un premier jet. Si vous avez besoin d'un squelette, un truc, et après vous allez vous-même un peu adapter votre workflow, c'est bien de commencer avec une IA. Je pense que c'est. Mais moi, je l'ai jamais utilisé avec cette fonctionnalité de N8N. Mais pourquoi pas, je l'essaierai sûrement bientôt. Et tu as dit, c'est comme parce que tu as parlé aussi des autres outils comme OpenWebUI et tout ça. Ouais. Là, tu peux brancher n'importe quel LLM dans ce chat qui est capable d'interagir avec ton workflow. Alors, n'importe quel, je pense pas. Je pense que vous avez des providers qui sont... Alors, comment ça marche ?
En gros, alors moi je parle pas de ça, j'ai juste vu l'interface, j'ai vu qu'il y avait Anthropic, OpenAI, Google, etc. Ok. Et après, c'est surtout des providers un peu peut-être custom, mais qui fonctionnent sur la base API OpenAI parce que votre format d'input il doit être comme ça, etc. Et c'est la même chose avec OpenWebUI. Si jamais ça marche pas, je sais pas si je sais que par exemple avec OpenWebUI, c'est possible d'aller se mettre court-circuiter votre output pour aller transformer avec une sorte de proxy votre input pour que votre LLM il puisse voilà. Ça c'est toujours possible. Après avec N8N, ça je sais pas parce que comme je l'ai dit, je l'ai pas encore essayé. Voilà, donc ça c'était pour la présentation de ce que c'est N8N. Et moi je voulais vous parler surtout de mon utilisation d'N8N parce qu'à la base, c'est vrai que je l'utilisais surtout sans projet, c'était plus je cherchais des projets pour utiliser N8N, c'était plus l'inverse parce que voilà, ça m'a vraiment intrigué et c'est vrai que il y a des possibilités sont infinies quand vous avez n'importe quel service, vous avez forcément un nœud qui existe et à défaut d'exister, vous pouvez toujours créer un nœud avec un tout petit peu de code JavaScript ou Python, c'est les deux langages supportés. Python, il a arrêté d'être en bêta, maintenant il est bien supporté. Et au pire, vous créez votre client pour que ça puisse se connecter au service dont vous avez besoin. Voilà, donc en gros, moi, comment je l'utilise, c'est à la fois pour du perso, à la fois pour du pro. Le premier, on va dire là où N8N m'est le plus utile, c'est notamment sur des automatisations diverses de type HomeLab. Donc moi c'est ce que je dis, je suis obsédé par les HomeLab. Je trouve que c'est vraiment génial de self-hoster plein de services et que il y a de la surveillance, il y a de la notification, etc. Il y a de l'IA bien sûr. Le premier use case que j'ai, c'est les sauvegardes. C'est tout bête, mais en fait, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un disque qui crame. On a toujours du travail en local, même si c'est de la config, des trucs un peu qu'on pourrait se dire anodins, c'est toujours bien de sauvegarder. Et donc moi, j'ai un workflow qui tourne tous les jours et qui vient aller dans chaque dossier de mon PC, sauvegarder où il faut. Ça peut être sur GitHub, sur le OneDrive de mon entreprise ou je sais pas où, sur un S3, n'importe où. Il va faire si c'est du Git par exemple, il va committer avec le timestamp, il va pousser et tous les matins j'ai ma sauvegarde qui est faite, donc je sais que avec mon PC je suis serein, s'il me lâche, au pire je perds un jour quoi. Donc bon, chacun a sa méthode de faire ses sauvegardes, mais avec N8N au moins on le fait une fois, on dessine nos nœuds, ça prend bon allez, 1 heure si vraiment on veut être large, mais c'est très basique, hein. N'importe qui dev pas, il est capable de le faire, hein, moi je le dis. Hein. D'ailleurs j'ai formé certains de mes collègues à ça, qui connaissent rien à la technique et maintenant ils font des workflows qui sont relativement complexes, notamment pour l'IT et tout ça. Et c'est vraiment génial, la création de comptes sur n'importe quelle plateforme, sur Azure par exemple, au hasard, ou puis donner des droits comme ça, envoyer des Teams, écrire des mails, envoyer des Slack, réagir sur des messages Slack si on fait slash quelque chose. Tout ça, c'est N8N, c'est automatisable. Donc là, ça c'est une utilisation plutôt perso, donc sur ton poste perso. Ouais. Est-ce que c'est sur Windows ? Non, pardon, je me suis mal exprimé. Sur mon poste de travail, enfin sur mon laptop de boulot Linux, mais c'est pas forcément que des trucs que je vais committer dans un projet GitHub, etc., qui sera à la boîte. Ça peut être de la config un peu locale que j'ai, etc., que j'ai pas spécialement envie de pousser sur les repos de la boîte, quoi. Ou alors ça peut être aussi parce que j'ai un Linux, je fais des trucs perso dessus, et voilà. Donc ça tourne, quand tu dis self-hosted, c'est multiplateforme, c'est une interface web et tu fais tes workflows dans un navigateur. Okay. Oui, c'est ça. Alors après, pour les utilisateurs Windows, bien sûr, on peut mettre Docker Desktop, et on ouvre en localhost et ça va marcher très très bien aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est les sauvegardes disques. Ce que j'ai avec mon HomeLab, c'est, je me suis fait tout un truc là. C'est par exemple, je sais pas si vous connaissez Gotify, c'est un service de notification pour le bureau. Donc en gros, ça marche par HTTP, hein. Vous faites un curl, n'importe, et en fait ça va vous faire popper une notif sur votre bureau. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est super utile. Il y a un MCP qui existe, par exemple, vous avez avec Claude. Moi je sais que j'ai tout un workflow pour le dev avec Claude. Bon. J'ai un agent qui récupère les user stories, j'ai un agent qui plane, j'ai un agent qui développe, un agent qui fait de la QA, qui vérifie sur le navigateur si les boutons ils sont au bon endroit, etc. Et un agent qui fait l'APR après sur GitHub pour que moi je puisse le tester et que je puisse vérifier qu'il a bien fait son boulot pendant que moi je buvais mon café. Voilà, donc avec bien sûr toutes les précautions qu'il faut prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois que son agent finit, il a pour instruction de me notifier, que ce soit sur mon Telegram, sur mon téléphone ou sur
une notification comme ça sur mon PC qui vient me pop en fait. Ah oui. Et j'allais dire Gotify, c'est même une application Android, non? Enfin, mobile. Ah, c'est possible. Alors là, c'est une bonne question. Ouais. C'est possible. Ok. Ouais, c'est un petit Moi, oiseau à la je suis pas Twitter. sûr. Un petit Ouais, oiseau mais qui tient une enveloppe. ouais, là. ça me dit quelque chose. Mais il me semble que tu peux envoyer des notifs du coup sur ton app mobile et du coup recevoir des notifs mobiles. Ok, trop cool. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Je me suis fait aussi parce que N8N, ce qu'il faut comprendre, c'est que des workflows, mais c'est des workflows qui se triggerent pas forcément sur un clic. Ça se prononce, ça peut on appelle ça des triggers. Ça peut se déclencher sur un scheduling, donc c'est comme un cron en fait. C'est tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, comme tu veux. Ton workflow va se déclencher. Ça peut être aussi sur webhook, donc par exemple HTTP. Dès qu'on fait un post, un get, quoi que ce soit HTTP, notre workflow il peut se déclencher. Ça peut être sur une réception MQTT, ça peut être sur une réception de Telegram, ça peut être une souscription sur je sais pas moi du Kafka. On peut tout imaginer en fait de faire trigger un workflow et c'est là où en fait les possibles enfin vous imaginez bien que vous pouvez faire des choses enfin le nombre il est incalculable de choses qu'on peut faire. Donc du coup moi ce que j'ai effectivement des mises à jour automatiques d'images mon Watchtower qui me dit ça, j'ai un broker MQTT qui vient mettre dans un Redis et qui va ensuite faire un Gotify plus un Telegram pour savoir c'est bon, mon truc il a été fait, attention t'as une image qui est pas à jour, attention notre PO il a mis une nouvelle user story, je regarde mon ten il a mis une nouvelle story qui m'est assignée. Voilà, après je peux même trigger l'agent qui vient le développer et vient faire la PR juste après sans même que je touche mon clavier. Donc voilà, c'est tout ce travail d'automatisation que j'utilise pour mon home lab. Donc ça c'est le premier gros use case quoi. Le deuxième use case c'est sur mon apprentissage de russe. Donc je vous ai dit tout à l'heure dans la présentation que j'adorais le russe, j'adore aller au fond des choses, dans tout ce qui est grammaire, dans tout ce qui est vocabulaire, etc. Parce que c'est une langue quand même très complexe à apprendre. Et j'ai longtemps cherché à exploiter l'IA correctement parce que j'ai remarqué que l'IA était quand même vraiment nulle en langue. Quand on lui demande des choses simples, ça va, mais dès qu'on lui demande des choses beaucoup plus complexes, on remarque qu'elle raconte n'importe quoi. Ça, c'est dans toutes les langues, hein. C'est pas qu'en russe, c'est un peu tout le temps, j'ai remarqué. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, et le deuxième problème, c'est que j'ai vraiment une mémoire. C'est compliqué pour moi d'apprendre les mots si c'est pas visuel, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une petite app qui est sur une base JavaScript, qui est en fait un mind map. Donc un mind map, c'est une sorte d'arbre où vous avez chaque nœud, en fait, il y a un ancêtre, plusieurs fils ou un ou plusieurs fils. Et comme ça, on part de la racine d'un mot et on peut en déduire de nouveaux mots et ça crée comme ça tout un arbre. Et ensuite, j'ai la définition et comme ça, je peux suivre sur mon mind map et je peux m'y retrouver un peu dans mon apprentissage de vocabulaire. Et ça, je me suis dit, au début, j'ai commencé à la main. C'est-à-dire, j'ai commencé à... j'avais un petit plus, là, je me suis codé ça, je fais un plus, ça crée un nouveau nœud, je rentre la description, je le déplace en drag and drop comme ça dans mon écran. Et j'ai vite compris que ça allait être laborieux, sachant que la quantité de mots, il y en a vraiment un paquet de mots que je souhaite apprendre. Attends, moi je suis pas sûr d'avoir compris. Donc en gros, tu pars d'un mot, ouais. Et puis tu mets c'est bon, celui-là je le sais, donc ça me déclenche d'autres mots. Ouais. Alors ça, en fait, ça, je voulais pas trop aller dans les détails là-dessus, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est intriguant. On va dire que ok, je vais faire un peu en russe qu'ils ont beaucoup, c'est les préfixes par rapport. On va prendre un verbe. Ils ont beaucoup de verbes à préfixe qui veulent dire plein de choses. Je prends l'exemple en français avec j'ai pas trop travaillé ça, mais j'imagine, par exemple, poser, je peux dire supposer, superposer, etc. Enfin, vous voyez, si vous rajoutez des préfixes, en fait, vous changez complètement pas forcément complètement, mais en russe, c'est comme ça que ça marche. Du coup, je pars, en fait, du radical et je vais rajouter tous les préfixes. Et du coup, ça va me donner toute une liste de mots. Bon, ça, c'est ça, ta mind map. Ça va rarement plus loin que 2 niveaux, mais voilà, c'est pour un peu expliquer. Des fois, ça va plus loin quand même. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Il m'a montré l'outil, l'interface est vraiment bien faite. Hein. C'est visuel, ouais. Après, si on veut vraiment tout voir, faut bien dézoomer parce que ça devient vite un peu le bazar. C'est là où le mind map est cool parce que, en fait, le fait qu'il y ait juste un seul ancêtre, en fait, on peut l'isoler, etc. Bon, ça, c'est la partie... Juste pour vanner David, c'est qu'il a enfin trouvé un usage à son écran de 55 pouces. la mind map, ouais. La mind map en russe, quoi, tu vois. C'est vrai il parle pas le russe, c'est ballot. Mais c'est beau.
Ouais, c'est joli, il y a des couleurs et tout, en vrai, c'est sympa. Mais du coup, voilà, j'ai vite compris que ça allait être très compliqué à la main, ça va me prendre un temps fou, etc. Mais je me suis dit, mais d'un autre côté, comment je peux faire? Alors, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai collé une API, Python, un Flask très, très rapide, une API de création de nœuds avec en paramètre position du nouveau nœud, le pair, bien sûr, ce qu'il y a à écrire dedans et la couleur du nœud. En gros, ça, c'est vraiment les entrées basiques. Bon, après, j'en ai rajouté d'autres avec des suppressions et tout ça. Bon, bref. L'important, c'est l'ajout d'un nœud. Mais quand même, du coup, je me suis fait un Postman et là, ça allait tout de suite un petit peu plus vite. Bon, faire du HTTP comme ça. Mais après, je me suis dit quand même, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. Donc, avec l'IA, donc c'est là où j'ai connecté. Maintenant que j'y pense, j'aurais peut-être pu faire MCP serveur sur mon mindmap. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, ça aurait été beaucoup plus intelligent que tout ce que j'ai fait, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc je me suis fait tout un workflow N8N dans lequel en input je donne juste une racine et ça fait tout pour moi. C'est-à-dire ça va me créer tous les nœuds avec les préfixes et ça va aussi chercher les définitions. C'est ça qui est important. Mais comme je vous ai dit, l'IA c'est pas déterministe. L'IA c'est pas ce que j'ai dit. L'IA c'est pas déterministe l'IA, mais surtout c'est très nul dans les langues. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout un workflow qui, à la base, on tape un mot. Oui, parce que dans un trigger, il y a aussi le trigger chat, de type chat, donc vous tapez juste un mot, vous faites entrer. Et là, ça fait tout pour moi. C'est-à-dire que d'abord, ça va demander à une IA tous les mots qui ont ce suffixe. Ça, c'est bon, elle va s'en sortir. Ensuite, ça va rajouter les nœuds via l'API du coup qu'il faut pour avoir tous les mots comme ça. Donc j'ai un premier niveau. Et ensuite, il manque les définitions en français. C'est là où j'avais donc déjà il me fallait les vraies définitions parce que si je demande à l'IA, il va pas être précis. C'est là où je veux que ce soit vraiment précis. Donc c'est là où je fais via N8N toujours du scrapping sur Wiktionary pour avoir les définitions en russe qui sont vraiment précises tirées du dictionnaire. Et c'est là où j'avais sollicité David d'ailleurs pour faire du NLP. Donc je sais plus ce que j'utilisais, un service au début j'ai utilisé Hugging Face, mais après j'étais passé sur autre chose, un truc qui fait que ça, juste pour traduire la définition russe en français. Et ensuite, une fois que j'avais tout ça, j'ai juste fait mes posts. Lui, il calcule les positions qu'il faut, et après mon mindmap, il se construit au fur et à mesure que je tape mes mots comme ça, et ça crée mes nœuds tout seul. Et si j'ai une autre idée, que j'ai une autre racine que j'aimerais étudier, juste je la tape et ça vient créer tous mes nœuds comme ça. Voilà, donc ça c'est l'utilisation que j'en ai avec le russe. Sinon j'en ai une plus basique, mais ça va peut-être. David, t'avais un truc à dire ou j'ai mal vu peut-être? Non. Ok, pardon. J'avais une autre utilisation qui est beaucoup plus basique. Je sais Yono, on avait parlé d'Obsidian la dernière fois. Moi, j'utilise Obsidian pour mes cours en russe. Et typiquement là, à chaque fois que je sauvegarde une note en russe de mes cours, ça vient que je fais mes devoirs notamment. J'ai des devoirs en russe toutes les semaines. Dès que j'ai fini, je fais CTRL S et ça fait tout pour moi. J'ai un workflow qui vient se déclencher, j'ai une synchro WebDAV qui est faite. Ça vient déplacer le fichier dans mon petit serveur HTTP que j'avais fait et ça vient exposer pour ma prof et elle a accès en public à ce serveur HTTP. Donc c'est un truc tout bête, c'est 3 nœuds, mais en fait ça fait exactement le boulot quoi. Et j'ai écrit 0 code et c'est ça qui est vraiment cool. Voilà, donc ça c'est l'utilisation que j'en ai pour le russe. Et après, la dernière partie, c'est pour le boulot. Donc là, je vais juste faire deux petits use cases rapidement. Et avant, je voulais juste parler des termes of service là, de N8N. En gros, ce qui vous autorise pas dans leurs conditions, c'est de vendre en tant que service un produit avec N8N dedans. Ça, vous n'avez pas le droit. Enfin, c'est contre leur TOS. Mais par contre, si vous intégrez votre produit dans votre solution, que ça reste en interne, c'est tout à fait autorisé. Et d'ailleurs, moi, je vous le recommande de le faire parce que avant nous, ce qu'on avait typiquement, moi, je suis d'astreinte dans mon travail actuellement. Donc, j'ai besoin de savoir que toutes les communications, en plus, on est certifié ISO 13485, on a des patients derrière qui souffrent d'insuffisance cardiaque, donc qui sont vraiment, c'est très grave comme maladie, donc il y a cette partie de responsabilité. Puis en plus, il y a notre contrat avec nos cardiologues qui disent, notre service, il est tout le temps H24. Up quoi, c'est très important. Les alertes elles arrivent, etc. Il faut qu'on soit au courant tout de suite. Donc les flux, tout le end-to-end, il doit être bien respecté. Donc c'est là où on a tout un workflow énorme qui est vraiment très gros, qui est schedulé très régulièrement, toutes les 5-10 minutes, et qui vient tester toute la chaîne tout le temps. Il vient tester si on a tant de connexions cellulaires, parce que c'est via le cellulaire que nos boîtiers fonctionnent. Temps de connexion minimum, on vient tester tous les tunnels avec nos clients VPN, etc.
Et bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous imaginez la quantité de nœuds que ça fait. Mais en fait, tout ça à coder, c'est mission impossible en fait, parce qu'il y a trop de trucs, et surtout si quelqu'un qui est pas développeur veut changer, c'est hyper compliqué pour lui. Alors que là, pour lui, s'il y a quelque chose qui va pas, il va voir là où c'est rouge, il va cliquer sur le truc, et c'est que vraiment, c'est des sélecteurs, c'est pas du code que vous tapez, vous dites juste, même à une requête en base de données, c'est vraiment, il vous liste vos tables, et après il vous liste vos colonnes, il vous dit combien vous en voulez, et c'est tout, ça fait le select pour vous en fait, c'est hyper facile. C'est hyper abordable, c'est hyper facile. Pour les astreintes, ça sert parce que si en pleine nuit, il y a un truc qui tombe, moi ça m'envoie un SMS, ça spamme de SMS jusqu'à ce que je me réveille, que j'ACK, et après on corrige la panne et voilà, c'est déjà arrivé, ça nous a sauvé plein de fois. Ça c'est pour voilà la partie cron entre guillemets qu'on a complètement remplacé, enfin que j'ai complètement remplacé par N8N parce que c'est beaucoup mieux je trouve. Et ensuite la dernière chose dont je veux parler, c'est un petit projet que j'ai fait pour notre boîte, c'est un chat d'entreprise. Ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de personnes utilisaient ChatGPT. C'était à l'époque où on va dire c'était l'an dernier, non, c'était pas non plus à son prime comme c'est maintenant. Je parle de tout ce qui est conversation que maintenant tout le monde utilise littéralement. Mais avant, on s'était dit on aimerait bien un chat d'entreprise boosté par l'IA, ségrégué par service, et chaque service a accès à la doc dont il a besoin. Donc, par exemple, le service supply chain, il a accès à toute la production, tous les documents de production. Service RH a accès à toute la partie finance, toutes les bulletins de paie, etc. Enfin, vraiment un truc bien précis. Et au début, on s'est dit c'est quand même ambitieux, etc. Mais finalement, je me suis lancé dans le projet et je suis allé au bout du projet. Et tout ça, surtout grâce à N8N. Parce que sans N8N, ça aurait été vraiment très compliqué à faire. Donc, on est parti sur une base Open Web UI, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un chat basique où vous allez sélectionner des providers. Et ce qui est bien avec Open Web UI, vous avez des users avec des différents rôles. Et à part le rôle admin, chacun envoie un truc très minimal du coup. Et ce truc très minimal, c'est juste votre agent que vous avez créé. Donc il y a un agent pour la R&D, un agent pour le dev embarqué, un agent pour, je sais pas moi, la partie relation client, etc. Il est pas entraîné, il est prompté pour répondre comme il faut en fonction, et surtout il a accès à tous les docs que j'ai vectorisés. Donc j'avais mis dans un quadrant, enfin c'est une DB vectorielle pour l'IA. Bon, moi je suis pas un grand fan des DB vectoriels, je trouve que à l'époque où je l'avais testé l'an dernier, je trouvais que j'avais des résultats très médiocres. Donc je dirais pas que le projet c'était un échec, mais quand même ça aurait pu être mieux. Mais en gros, que ça n'a pas ce marché, que faisait l'outil, c'est que à chaque fois. Toi, tu dis que ça n'a pas marché, Younout, c'est ça ? Oui, c'est l'expression consacrée. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Bon, alors, je sais pas où ça en est, là, l'embedding, si ça marche un peu mieux, tout ça. Non, après, pour faire l'aparté, c'est que le RAG, c'est vraiment une discipline à part entière, et l'embedding n'est qu'un problème dans toute la complexité du RAG. C'est-à-dire que si tu arrives juste en disant que c'est la base vecteur qui va résoudre ton problème, je pense que c'est là que tu vas avoir des soucis, mais oui, ça reste... pris individuellement, je pense que c'est pas le plus efficace. Ouais. Oui. Non, mais moi, je sais que j'avais un nom de client, là. J'essaie de pas le citer. On avait un client et en fait, lui, on a fait une réunion à propos de ce client et j'avais écrit dans une de mes notes réunion tel client. Et lui, il pensait que c'était un nom de réunion, en fait. Donc, j'ai plein de cas comme ça. Je lui demandais c'est quoi ça. Il me disait c'est une réunion. Alors que non, c'est un de nos clients. Bon, bref. Ouais. Bon, en gros, ce que faisait le workflow, c'est que il interceptait le message. En fait, c'était à chaque fois que l'utilisateur appuyait sur entrée dans son chat, ça n'envoyait pas du tout au LLM classique. Ce que ça faisait, c'est que ça envoyait à mon N8N. Et mon N8N, lui, il faisait plusieurs trucs. D'abord, il allait extraire l'utilisateur. Cet utilisateur, il allait vérifier dans un Redis, dans une petite base de données, ses droits, etc., pour vérifier qu'il avait le droit. Si il allait enregistrer aussi son historique de conversation, voilà, etc. Ensuite, il allait parler à toute une chaîne LLM qui avait elle aussi une petite base de données, une mémoire en fait, ça c'est un peu ça une mémoire. À terme, j'aurais pu lui rajouter des tools, notamment des clients MCP, etc. Un des tools que j'ai rajouté, c'est justement cette base de données vectorielle. En fonction de ses droits, il avait le droit de taper dans telle ou telle base, etc. Puis après, ça lui renvoyait la réponse formatée. Et j'avais aussi une branche pour, vous savez, le titre, quand vous tapez quelque chose dans votre IA, vous avez un petit titre qui est auto-généré. Ça, je le faisais aussi à partir d'un truc très léger, juste en fonction de la question, ça générait un petit titre. Et voilà, c'était sympa. Tout ça, ça marche, ça fonctionnait. Mais comme j'ai dit, finalement, c'est pas allé bien loin parce que je trouvais que les résultats étaient pas assez pertinents. Ouais, c'est ça.
Donc c'est là où je suis un peu déçu, mais je pensais que c'était sympa de parler de ce use case pour N8N parce que Ouais. c'est tout ce qui est connexion, c'est pas que juste de l'automatisation, c'est aussi pour connecter vos briques, ça agit comme un vrai middleware en fait ce truc-là. J'utilise beaucoup en tant que middleware, j'ai vraiment beaucoup de Ok. workflow, mais je vais pas en parler pendant. Voilà, c'est tout pour le sujet. Et si on n'a pas de, enfin, si t'as pas de serveur où le faire tourner, etc., et si tu le fais sur ton poste, ça prend beaucoup de ressources ou pas? Non, ça prend rien du tout. En vrai, c'est hyper léger. Et puis après, si on a besoin, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé. J'aurais bien aimé déclencher à partir de mon téléphone un workflow sur mon PC quand j'avais pas de serveur. Mais en fait, vous pouvez utiliser des trucs style Cloudflare Tunnel, des trucs comme ça qui permettent de ouvrir entre guillemets une adresse au public. Et là, après, vous mettez ça comme comme une sorte de mail hook, je sais pas si c'est ouais, comme c'est ça, ça, ou web hook, ouais, ou je sais webhook, pas quoi. c'est ça. Mais bon, en termes de ressources, moi, je trouve que ça prend rien, quoi. Après, ça dépend, bien sûr, si vous lui demandez une tâche d'entraîner une IA, forcément, ça va prendre des ressources. Mais ce sera pas le N8N qui prendra, ce sera la tâche, plutôt. Et qu'est-ce que je voulais... Combien ça coûte? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est... Bah, c'est justement l'avantage d'être self-hosted, c'est que c'est complètement gratuit, en fait. D'accord. Le coût, c'est le coût du LLM, quoi. En fait, c'est un Oui, Docker, alors- c'est un package Docker que tu peux installer. Ouais, c'est une image à poulet qui évolue tout le temps et c'est entièrement gratuit et David, je rebondis, on n'est pas obligé de faire de l'IA. Moi, 90% de mes Oui. workflows, il y a zéro IA dedans. Hein. C'est vraiment, il y en a pas. Ouais. C'est juste des trucs qui me font Oui. gagner beaucoup de temps. Voilà. Réfléchissez à préciser. là, je perds du temps sur ça. En fait, N8N. Ouais, alors. Ouais, j'ai vu Yoni, t'avais levé la main et tout, mais je te coupe quand même. Mais donc moi j'avais fait des scénarios sur Make. Un que je vais, enfin voilà, un qui m'est super utile, c'est je poste un lundi sur deux la liste de tous les events tech toulousains. Et donc ça, je les recevais par mail de Meetup et d'autres endroits. Et donc je vais automatiser le fait que je les reçois. Il y a un label automatique. Tout ce qui est un label automatique, je le reformate comme je veux. Et puis après, ça me préparait le post pour que j'ai plus qu'à copier-coller dans LinkedIn. Sauf donc je l'avais fait sur Make, ça avait pris pas mal de temps, mais bon, il y a toujours 2-3 améliorations. Et au final, maintenant, je suis passé que avec du Claude. J'ai pas eu besoin de faire du N8N parce qu'après Claude m'a dit mais tiens, et si tu faisais une tâche planifiée Windows et qui se déclenche et qui te lance un script Python. Et donc en fait moi j'en suis à tout ce qui s'automatise là maintenant. J'ai Claude qui me fait des scripts Python qui se lancent au moment où je veux. Et pour l'instant je suis pas passé sur N8N alors que je suis sûr que ça pourrait me plaire, quoi. Bah, surtout que, désolé Younoud parce que j'enchaîne sur le même sujet en fait. Mais non, mais c'est parce que je pense qu'une différence, Montaigne, c'est que sur N8N, tu as quand même une interface et quelque chose de visible. Donc quelque chose qui est un peu à la Make d'ailleurs, comme tu faisais. Mais quand même, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou que tu veux comprendre pourquoi la réponse n'est pas assez pertinente, tu peux aller rapidement voir juste une étape de ton workflow. Là où, si ça marche pas chez toi, ça marche juste pas, quoi. Tu es obligé de redemander à Claude. Peut-être c'est une différence. Puis tu as des versions aussi. À chaque fois que tu changes quelque chose dans ton workflow, tu cliques sur Publish et en fait, il va te générer une version. Tu peux rollback sur les versions d'avant. Et comme je l'ai dit, quelqu'un de non-tech, il peut comprendre ce qu'on fait. Les services Windows, c'est pas mal. Si un jour il y a un truc qui change... Je les lis pas, les scripts, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, non, mais je comprends quand même le côté on maîtrise mieux. Et puis c'est aussi... à un moment, surtout si tu fais une entreprise, etc., le côté passation. Enfin, t'as un process qui est visible pour tout le monde et tout ça. Ouais. Okay. Une autre, du coup? Non, parce que Guillaume a parlé de son usage et tout ça, et il me semblait avoir vu un truc, un pattern qui était beaucoup autour d'outils de productivité personnelle ou en petite équipe, quoi. Donc, du coup, la question, c'était de dire, ok, bon, j'ai compris qu'il y avait cette histoire de termes, de conditions de licence, c'est-à-dire que tu peux pas faire un produit commercial à base de N8N. Mais imaginons que t'es dans une grosse boîte, t'as 1000 utilisateurs, bon, là, pour un usage interne. Donc, du coup, là, tu rentres dans les conditions d'utilisation de la licence. Mais est-ce que tu ferais ça pour un gros nombre d'utilisateurs? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir comprendre d'où viennent les problèmes? Parce que N8N, là, il a beau être joli et graphique, à un moment donné, ça peut vite devenir le bazar aussi, parce que c'est comme tout workflow, quoi, en fait. Oui.
Oui, alors déjà, le gros point d'art d'N8N, je trouve, c'est la gestion des utilisateurs. Il n'y en a pas en fait. C'est-à-dire, tu te connectes à un utilisateur et soit tu. Alors, il y a des versions bien sûr entreprise, etc. où là c'est bien mieux géré, où chaque utilisateur a le droit de regarder juste ce workflow, juste de lire ou d'éditer, etc. Mais avec la version gratuite, malheureusement, t'as pas ça. T'as juste un user et ce user, il a le droit à tout. Donc, c'est bien sûr hyper dangereux. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, non, pour répondre à ta question, je pense pas que je le ferai à grande échelle. C'est pas un truc que je ferai à grande échelle. C'est bien pour des. De toute façon, je pense que N8N, quand le workflow, il y en a plein sur YouTube, si vous regardez des tutos et tout, ils aiment bien montrer, ouais, mon workflow, regardez, du coup, ça paraît très complexe. Mais en fait, je trouve que là où le N8N est le plus pertinent, c'est juste pour des tâches très anodines et très simples. Et si vous voulez plus que ça arrive, vous juste vous désactivez, c'est tout. C'est comme, c'est un truc hyper visuel, hyper graphique. Et deuxième problème par rapport au nombre, c'est la latence. Il y a quand même une certaine latence. Si vous avez besoin de temps réel et tout ça, bon, je sais pas si. Bon, c'est pas, on va dire, Avec c'est des pas LLM, l'outil à ouais, utiliser. avec Quoi. des- Ouais, donc effectivement, ça Ouais, c'est. moi j'ai entendu quand même parler d'entreprises, alors je dirais, c'est pas des grands groupes, hein, mais tu vois, c'était entre 100 et 500 personnes, on va dire, qui automatisent toute leur partie roadmap ticketing Notion N8N. Ouais, ouais. Bah, effectivement, Notion et tout ça, c'est vachement bien intégré. Vraiment, ça s'intègre hyper bien avec N8N. Je l'avais déjà utilisé. Obsidian, c'est pareil. Oui, Enfin, tout ça, ça marche très bien dès que vous avez des services un peu découplés comme ça. Les connecter les uns avec les autres, c'est vraiment l'outil idéal, je trouve. Bah, moi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais enfin, voire même, non, pas l'avocat du diable, mais en tout cas, le gars qui va un peu, enfin, qui est moins enthousiaste sur ce genre d'outil. Parce que justement, en rendant les choses, on va dire que tant que c'est un outil pour soi ou pour un petit service, moi, d'après enfin, l'analyse que j'avais, après, j'ai pas poussé trop le truc non plus, mais l'analyse que j'avais, c'était de dire, ouais, c'est ok, c'est cool, c'est génial. Après, dès que tu commences à avoir beaucoup d'utilisateurs et enfin, tu vas rentrer dans des problématiques vraiment de développement logiciel qu'il ne sait pas adresser. Enfin, Alors, moi, je vois N8N pas pour beaucoup de users qui vont l'utiliser, mais imagine dans une grande boîte où tu embauches beaucoup de personnes, tu as besoin que ton IT il puisse automatiser un peu tout, c'est-à-dire créer des users sous Microsoft, ensuite créer un compte GitHub, créer un compte SVN s'il y en a besoin, ajouter à tel site sur SharePoint, etc. Bon voilà, imagine il a besoin de faire tout ça. Et ben en fait il peut avoir son workflow, rentrer le nom, rentrer un petit formulaire parce que ouais, bien sûr j'en ai pas parlé, le trigger le plus utile c'est le formulaire, vous mettez un vrai formulaire à la soumission en fait le workflow va faire et lui il est créé partout. Alors ça peut être un exemple d'automatisation simple. Moi je vois pas N8N comme beaucoup de utilisateurs vont l'utiliser dans le sens où ils vont déclencher des workflows mais plutôt comme un utilisateur qui va utiliser N8N pour faire quelque chose pour l'entreprise. Je dis pas qu'il va servir de middleware pour de la production en télémétrie par exemple ou quoi que ce soit, mais par contre pour tout ce qui est outillage et aide à voilà tout ce qui est par exemple création de compte et tout ça, je pense que c'est un outil qui est quand même pas mal. Ouais. Mais c'est vrai, Younout, enfin, en tout cas, moi, ce genre d'outil-là, c'est pas nouveau, en tout cas dans le monde de l'IA. D'ailleurs, Make, si on repart Make, ça existe depuis un moment. Des tentatives un peu comme ça, on a connu Nime, je sais pas si tu te souviens, Younout, oh oui. des outils de workflow, etc. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi alors que j'adorais ce genre d'outils, et j'ai jamais réussi à me dire que ça avait les belles propriétés pour passer en production. Au bout d'un moment, je me retrouvais toujours bloqué avec quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai une question, Guillaume, je sais pas si tu as la réponse, mais sur l'utilisation de LLM, par exemple, là, pour un client, on rencontre des soucis avec les API LLM classiques, Google, Gemini chez Google, etc. Il y a beaucoup de fails, de problèmes de call API en fait qui time out, qui ont des soucis des fois pendant des fois plusieurs heures parce que le nombre d'utilisateurs impacte a priori leur service et on n'a pas des réponses dans des time out en fait qui sont
intéressant pour de la prod. Et du coup, on a vraiment mis en place toute une gestion de retroute, de gestion des timeouts, de qu'est-ce que je fais au bout de 3 retries ratés, etc. Est-ce que ce genre de problème de services non disponibles, ça s'adresse facilement avec ces workflows N8N? Non, je pense pas, parce que Les comme je politiques dis, de la retry, latence, les c'est politiques. pas. Non, là, moi, ce genre de truc, le premier réflexe que j'aurais, c'est effectivement, c'est de créer un petit proxy qui fait tout ça, un truc simple, quoi. Parce que N8N, comme j'ai dit, pour tout ce qui est production et tout ça, je sais pas, j'ai Ouais, encore ok. du mal à l'intégrer. Par contre, oui, tout ce qui est outillage, ça va. Maintenant, dès que c'est de la gestion de latence et tout ça, moi, je ferais un petit proxy à côté. C'est le premier réflexe que j'aurais. Jamais je penserais à N8N tout de suite. Non. Ouais, donc vous avez Pour bien moi, ciblé là toutes vos automatisations qui vous fait perdre du temps et au final là que vous répétez pas tous les jours, vous avez bien ciblé, c'est que ça. ce soit. D'ailleurs, même Montaigne fait un peu comme ça. Aussi Guillaume. Ouais. Alors, ouais, c'est vrai, Vraiment, Make, ouais. pour le coup, je l'ai jamais utilisé. Je sais juste que l'inconvénient, bien sûr, c'est le fait que tu peux pas self-hoster. Pour moi, c'est le gros point noir. Ouais. Sinon, je pense Ouais. que je l'aurais utilisé. Mais par contre, apparemment, je l'ai pas utilisé, mais apparemment, c'est quand même bien plus ergonomique et c'est plus facile à utiliser. Voilà. Au démarrage est plus simple Voilà. sur Make que sur C'est peut-être N8N. plus accessible. Mais ça, Ouais. N8N, c'est pas compliqué non plus. Faut pas croire que c'est compliqué. Mais en plus, ça le devient de moins en moins. Ouais, non, mais c'est- comment dire, ça devient vu de que moins t'as en moins. Claude, enfin, t'as tous tes amis Ouais. IA pour t'aider à le faire, Exactement. c'est vachement plus facile qu'il y a 6 mois ou 1 an, quoi. Ah, et en fait. il y a un petit point aussi qui est intéressant, c'est qu'N8N, ils ont rajouté récemment la possibilité de faire des MCP serveurs en N8N. C'est-à-dire qu'en gros, votre trigger, c'est le MCP serveur. Et donc, c'est là où vous pouvez lui ajouter un tools, par exemple, un accès à telle base ou un truc ici, à tel fichier, juste là. Et vous faites votre MCP serveur custom sans aucun code. Et ça marche super bien. Et franchement, c'est ouais. c'est vraiment cool ça. Ouais. Ok. Voilà. Mais ouais. C'était Moi, la je l'avais petite testé. Je l'avais testé. Je crois que c'était au tout début. Ça fait un moment que je vous dis. N8N, c'est. Enfin, pour moi, Covid, je crois, ça existait quoi. Donc 2020. Et au tout départ, je comprenais rien quoi. Comment l'utiliser, tout, c'était pas du tout ergonomique. Là où J'imagine. Make avait déjà aussi un passif. Bon, bref. Donc ça a dû bien évoluer. Je suis curieux de retester. En tout cas, tu m'as donné envie de retester. En tout cas, c'est très rapide à se lancer. C'est Docker Run et c'est tout. Et vous pouvez commencer. Ouais, j'y sais. Je suis sur Windows, les amis. Juste une petite question. Ça existe, il y a encore des gens quand même sous Tu Windows. peux le faire sous Windows aussi, le Corona. Oui. Ok. Ok. Demande à Claude. Ouais. Ouais, j'y sais. Ah, c'est tout le temps votre réponse maintenant. Demande à Claude, t'inquiète, il va t'expliquer. J'espère. C'est ce que tu fais tout le temps aussi. Je suis désolé. C'est vrai. Non, mais il y a des choses, quand j'oserais pas le faire de moi-même, et quand vous me dites demande à Claude, bon, allez, je me lance. Moi, j'ai une question pour Jean-Guy. Pour configurer tes workflows, là, t'es forcé d'utiliser l'interface graphique, là. Tu peux utiliser Vim encore et modifier un fichier de config ou pas? Ouais, non, je suis. Vim. Alors, oui, sur le papier, tu peux, parce qu'en fait, un workflow, c'est un fichier JSON. Ok. Pour la sauvegarde des workflows, nous, on a un truc à côté, c'est genre, tu fais. Bon, t'as une commande N8N, en CLI, c'est possible, mais c'est surtout export workflow, import workflow, etc., ou export credential, import credential. Et en fait, ça va générer un fichier JSON, mais le fichier JSON, il est hyper compliqué. Il y a un truc qui est sympa, c'est que quand vous faites vous dessinez un carré, là, pour sélectionner tous vos nœuds, vous faites CTRL-C, et si vous faites CTRL-V dans un éditeur de texte, ça va vous mettre le JSON. Donc c'est ça, à la base, c'est hyper pratique parce que à la base, on utilisait ChatGPT, je faisais tac, CTRL-C, CTRL-V, il me redonnait le JSON corrigé, je faisais CTRL-C, CTRL-V dans l'autre sens, ça redessinait les nœuds. Hyper pratique. Maintenant, il y a les MCP sur Claude, ça marche beaucoup mieux. Il fait lui-même son get workflow et il va le corriger, etc. Mais oui, en théorie, c'est possible de le faire sur Vim. Maintenant, le JSON, il est quand même bien indenté, donc c'est assez complexe. Et je pense que c'est contre-productif. Mais je comprends ton besoin. Moi, j'ai. Parce que c'est quoi? Ça lance un petit serveur HTTP qui crée ton JSON, c'est ça? Ou c'est une application? Non, c'est juste que en fait, N8N sous le capot, c'est une base SQLite. Et donc, il y a bien sûr une API N8N, il y a un MCP N8N. L'API, vous pouvez générer une API key sur laquelle vous pourriez faire vos posts, vos get, etc. Et derrière, effectivement, toutes les réponses, c'est du JSON. Vous avez aussi, donc comme je dis, une CLI, donc la commande N8N dans le conteneur, N8N workflow export, et ça va faire tout ce que vous pourriez faire via l'API. Donc voilà, en général, c'est plutôt en graphique, on l'utilise parce que c'est un peu le but d'N8N de faire du graphique. Mais ouais, si on veut se faire du mal, on peut faire
faire autre chose aussi. Dans les autres dans Vim. Ouais, Dans ED. Exactement, ouais. super. Bon, Ouais. en tout cas, tu m'as convaincu moi aussi. Je vais essayer. Enfin, j'ai demandé à Claude en lui disant maintenant que tu me connais bien, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je automatise avec un C'est le Nutel, tu vois. moment ou pas? Ouais, Super, Ouais. merci beaucoup Guillaume pour la présentation. avec plaisir. Et, merci également à JC. Je vous propose de passer maintenant aux recommandations. Proto, s'il te plaît. Analyse des fragments terminée. Dernière procédure. Partage de fichiers. Archiviste, livrez vos recommandations avant Allez, toute c'est action. parti. Dernière ligne droite. Est-ce que Younout, du coup, je passe? Ah oui, tu passes, ouais. Ça va être pareil pour moi. Donc, Montagne, il me semble que tu avais trouvé un truc. Ouais, ça marche. Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de vous conseiller un manga. Donc ça s'appelle Terrarium. C'est de Yuna Hirasawa. Ça a été publié chez Glénat. Ça a quelques années maintenant, mais c'est pas très vieux non plus. Et c'est en 4 tomes. Donc ça c'est cool, un manga un peu de tomes. Donc ça c'est assez sympa. C'est de la science-fiction post-apocalyptique. Donc, mais c'est hyper mignon. On suit Chico, donc voilà, Chico et son petit frère Pino là qui traversent un monde en déclin. Et le monde s'appelle l'archéologie. Et en gros, son job, c'est d'être technologue d'investigation. Parce que donc, comme on est dans un post-apocalyptique, il y a un peu tout qui s'est effondré. Et donc, elle cherche à trouver un moyen de sauver ce qui reste sur le monde. Et puis, elle se balade de lieu en lieu qui ont un peu décliné. Et puis, il croise des robots qui continuent à bosser comme si de rien n'était. Voilà. Et donc, c'est à la découverte de ce monde un peu mystérieux. C'est super joli, c'est un peu poétique et on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui fait qu'on est un humain? Est-ce qu'un corps c'est utile ou pas? La mémoire? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'on peut lier des liens pareils avec des robots ou entre les humains? Enfin, c'est tout mignon et puis petit à petit on découvre de plus en plus le monde et j'adore les dessins. Il y a quelques pages en couleur aussi au début qui sont magnifiques, un peu style aquarelle. Et pourquoi Donc, voilà, Terrarium? Terrarium, très sympa. Pourquoi Ah bah, il faut que c'est le titre parce que en fait t'as parlé de robots, t'as parlé de monde apocalyptique et à la base je m'attendais à un truc nature. Ouais. C'est quand tu verras quand tu le commences en fait c'est que déjà tu démarres t'es sous des dômes. Ok. C'est parce qu'en fait chaque petit monde qui a un peu survécu ils sont sous un dôme et donc elle se balade de dôme en dôme pour voir ce qu'elle peut récupérer à chaque fois dans chaque D'accord. environnement. Très bien. Merci Montaigne. Voilà. Pierre? Moi, c'est pareil. En fait, j'ai pas trouvé directement ma recommandation. Donc, du coup, j'en ai pris une qui est un peu vieille. En fait, j'y ai pensé en faisant les news. C'est une série qui s'appelle For All Mankind. C'est sur Apple TV. Donc, on est déjà à la saison 5. Hein. C'est pas tout récent. Ça a commencé en 2019. Et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une uchronie. Donc, c'est une histoire alternative. Ça commence en 1969 et c'est pas les États-Unis qui sont arrivés les premiers sur la Lune, c'est l'URSS. Et tout part de là, donc c'est-à-dire que l'URSS, il y a eu toujours un combat, la lutte pour être les premiers dans l'espace qui a continué. Et, au fur et à mesure des saisons, en fait chaque saison c'est 10 ans après plus ou moins. Donc la première saison c'est ça. Après le coup d'après. Ils vont établir des bases lunaires sur la Lune avec une base états-unienne et une base russe. Et donc, il y a plein d'histoires politiques, de géopolitiques, c'est assez intéressant. La saison 3, ils vont sur Mars. La saison 4, ils trouvent des ressources sur Mars. Et la saison 5, là... Me spoil pas trop, j'ai pas été jusque-là, j'ai vu la saison 3. Voilà. Et donc, du coup, c'est... Parce que je trouve ça cool, ils se renouvellent bien de saison en Ouais, saison, c'est en ça, fait. c'est ça, Ouais, c'est ça, il y a des exactement. thématiques Ouais. vraiment différentes. Et donc, Ok. donc ça m'a fait passer, la news m'a fait penser à cette série-là parce que ça parle d'espace, de techno, de géopolitique. Du coup, enfin, c'est du Apple de choses. TV, du coup, donc ça doit être des images aussi assez belles à chaque coup. Ouais, non, c'est sympa, c'est super bien fait. Ouais. Après, c'est vrai que Apple TV en général, les séries sont bien réalisées, elles sont bien finies. Donc voilà, c'était une petite. Merci Pierre. JC? Ouais, alors moi j'ai 2 recommandations, mais c'est des petits trucs, hein, c'est très très niche. Alors, Le je MMA. sais pas si ça te perd. Non, j'ai des trucs. Alors c'est une appli que j'ai découverte sur le tard. Donc une appli
j'utilise sur le PC. Ça s'appelle Iril Pro. Ça permet en fait, c'est une appli pour les musiciens. Ça permet de générer, de jouer des backing tracks à partir de grilles d'accords, de standards. Il y a une énorme banque de standards. Alors moi, je me suis mis à apprendre le jazz là sur le tard, tant bien que mal. C'est un peu compliqué. Et du coup, c'est vachement pratique, quoi, parce que ça fait backing track, quoi. Ça joue, ça génère un accompagnement et on voit les accords qui défilent. C'est vachement bien. Et en mini autre recommandation, c'est une chaîne YouTube. J'essaie de mettre aussi tant bien que mal un peu à la lutherie. C'est compliqué. Oui, t'es en train de faire ta guitare électrique, c'est vrai. Ouais, j'ai fini là, j'ai fini. Et je fais pas tout, hein, ça appartient d'un kit, mais rien que la finition, tout ça, une petite conversion, tout c'est déjà assez compliqué. Donc il y a une chaîne YouTube, il y a un gars français qui s'appelle Vincent Brun, et je trouve que il a une manière d'aborder la lutherie qui est assez pédagogique, c'est assez intéressant comme il fait. Donc voilà, je recommande s'il y a des auditeurs. Et le premier, tu as dit Iril. Ouais, I Will Pro. Ah. Iril C'est Pro. genre REAL. C'est ça, Ok. REAL. I will pro. Mais je pense que c'est un truc qui est déjà assez connu, mais j'ai découvert récemment. Merci, JC. Mais nous ne le connaissions pas. Donc du coup. Mais moi, j'ai eu l'occasion de les entendre jouer de la musique et quand ils disent je débute un petit peu en jazz, ouais, ok. C'est Ils sont compliqué. déjà balèzes. Guillaume, On aimerait bien tous débuter et en être à ce niveau-là, c'est ça? Ok. Guillaume, t'as une reco? Ouais, c'est. Moi, c'est un truc un peu tech. C'est pour dans la lancée dans ce que j'avais dit tout à l'heure. Si, comme moi, vous êtes passionné par le self-hosting et que vous avez Dans un terminal qui gère la 3D. J'aime trop ça. Non, en fait, c'est un site internet. C'est tout simple. C'est self-h.st, donc self.st. Ok. Ouais, ça fait self-host si le point devient un O. Ouais. Et en fait, toutes les semaines, vous avez des news sur le self-hosting. Et en haut, je vous recommande de cliquer sur Apps. Vous allez remarquer N8N qui est en top position. Mais en fait, il y a carrément une communauté de non, en fait, l'idée c'est que ici, vous avez toutes les nouvelles applications. Vous en connaîtrez. Enfin, là, je parle de ceux qui sont là autour de cette table. Vous en connaîtrez beaucoup. Voilà, exactement. Home Assistant, Pierre. Voilà, ça donne des idées. Vous pouvez classer par catégorie. Vous pouvez regarder. Ben là, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie de faire ça. Si j'ai envie de faire au hasard, je sais pas moi, ma domotique. Domotique, télémétrie, etc. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Encore des trucs à tester, quoi. Incroyable. Voilà. Donc là, il y en a tout un paquet. Trop bien. Merci. J'ai découvert grâce à ça typiquement un truc de déploiement à la Ansible, donc vraiment génial avec une interface graphique et tout ça. Et voilà, on peut s'y perdre si on est passionné par ça. Il y a toujours des nouveaux outils intéressants. GOG. Painless Self-Hosted Guide Service. Waouh. GOG. Top. Merci Guillaume. Voilà. Self-host. Du coup, h.st. On a fait le tour. Merci beaucoup. Un épisode encore dense. Merci à JC Guillaume de nous avoir rejoints. C'était un réel plaisir. Merci de nous avoir fait partager. Ouais, clairement, merci beaucoup. Ouais. C'était cool aussi d'avoir des nouvelles têtes, des nouveaux sujets. Et j'espère qu'on va se revoir. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Salut. Les fichiers sont enregistrés. Section de décryptage terminée. L'accès au système 42 est suspendu.